Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jamais assez. Aujourd'hui, on n'a jamais assez de performance avec Antoine Jolicoeur Desroches. Antoine est un triathlète professionnel. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Devenir triathlète », la nouvelle Bible, le nouveau guide de référencement pour les triathlètes passionnés. Dans l'épisode avec lui, je vais en profondeur dans la performance, le sens de s'entraîner, quelles sont les embûches, les défis lorsqu'on focus toute notre attention sur la performance, comment on fait pour continuer à avoir du plaisir, comment on fait pour trouver un sens dans la ligne d'arrivée, quelle est la ligne d'arrivée, toutes des questions qui sont, à mon sens, passionnantes et fondamentales pour tous les humains. Tous les humains qui veulent faire du sport d'endurance désirent se dépasser et c'est la question que j'adresse aujourd'hui avec Antoine dans le prochain 90 minutes environ de balado. Alors, merci d'être avec nous. Avant de débuter l'épisode, je vous rappelle que la meilleure manière de rentrer en contact et de faire partie de la famille Physio Vélo, c'est en vous abonnant à l'infolette Physio Vélo. Vous trouverez le lien sous la vidéo, sous les commentaires dans le balado pour vous abonner. On est déjà une famille de plus de 3000 passionnés de vélo, de triathlon, de dépassement. L'infolette, c'est là que vous recevez des codes promo pour nos produits digitaux. C'est là que vous recevez des exclusivités. Le contenu de notre infolette, là, il se retrouve nulle part ailleurs. Et donc, c'est dans l'infolette que vous allez pouvoir vraiment découvrir les trucs, les astuces cyclistes de positionnement, mais aussi d'entraînement, de nutrition, etc. Alors, on se voit dans l'infolette et on se dit bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier le prochain épisode en compagnie de Antoine Jolicoeur Desroches. Je me souviens, tu sais, le premier podcast que j'avais fait, dans le temps, j'étais à McGill, je faisais mon bac là-bas, puis j'étais comme à Pointe-Claire, parce que dans le fond, c'est un autre campus. Ouais. Puis j'étais dans un petit 1,5, j'avais un petit mic, puis j'avais entendu, peut-être je fais le podcast de Tim Ferriss qui disait que comme... C'est dans le début des podcasts, justement, puis tu sais, il disait que comme un peu, il donnait des trucs de comment tu veux partir un podcast. Puis il disait que lui, il avait débuté son podcast en le faisant dans son garde-robe. Fait que moi, je m'étais mis dans mon garde-robe avec mon mic. Ben oui. Puis là, je parlais, puis même le premier épisode, c'était pas avec une personne, c'est genre, je parlais, je pense que c'était d'aérodynamisme, ou je parlais des news. OK. Puis là, après, j'avais commencé avec mon ami JP Leclerc, que là, maintenant, il fait plus du vélo, mais dans le temps, c'était un triathlète. Ouais. Puis on parlait aussi des news du triathlon un peu là. Fait que là, tu sais, une fois par semaine, on faisait un petit recap un peu du monde du triathlon, qu'est-ce qui s'est passé un peu. Puis c'est vraiment le fun. J'ai tout le temps aimé full les podcasts à écouter. Puis là, de le faire, c'était vraiment quelque chose, un projet vraiment cool à faire. Puis même, j'ai débuté un en anglais aussi. Que ça, je pense, ça a changé 2-3 fois de nom. OK. Puis là, c'est rendu juste too much. De faire 2 podcasts, puis en plus, j'avais mes études, le sport aussi. Puis je pense que c'est une bonne chose, mais c'est un des problèmes que j'ai, c'est de vouloir tout faire too much. Puis là, après un certain temps, tu te dis, bon, faut que tu fasses un choix puis décider qu'est-ce que... Oui, parce que là, toi, c'était pas une source de revenus non plus, là, Non, c'est ça. Tu sais, à la fin, comme j'avais un petit... Mais comme dans mon contrat, j'étais comme ambassadeur, comme athlète avec Chronobar, qui est maintenant devenu Chrononutrition. Puis on l'avait mis un peu dans le contrat d'ambassadeur, qui est comme... Eux, ils commanditaient un peu le podcast. Okay. Mais c'était pas comme officiel, comme ils donnaient un certain montant par podcast, mais c'est plus... Dans mon contrat d'athlète, c'est en plus de porter le logo sur mon tri-suit, mais c'est aussi le commentaire du podcast un petit peu. Mais c'est vraiment par passion. Puis je trouvais ça vraiment le fun de, c'est un peu un podcast, un peu une excuse de parler avec du monde que tu n'aurais pas l'occasion de parler en tant que tel. Puis même des fois, avec du monde que tu côtoies dans la vie de tous les jours, c'est rare que tu vas justement avoir une conversation d'une heure ou plus. 100%. Puis d'aller deep dans un sujet. C'est comme un peu une excuse pour parler avec du monde, mais de sujets que t'aimes, là. Attends, quand t'as fait ça en 2012, t'avais quel âge? Mais c'est suite après le cégep, tu sais, début du bac, fait que je sais pas quel âge on a. T'avais genre 19-20 ans? Ouais, c'est ça. Fait que quand t'as fait pour te sentir à l'aise, moi, je me remets dans 19-20 ans, j'aurais... Tu sais, c'est bold, là. Tu t'es senti à l'aise de faire comme, hey, je vais faire un podcast, puis tu me dis que ton premier épisode, tu l'as enregistré tout seul sur l'aérodynamisme. Ouais, je sais pas, mais j'ai tout le temps été comme... Même dans le temps, avant ça, j'avais parti comme un genre de blog, site web, ça s'appelait Nutrition for Performance. Puis en fait, l'idée de ce projet-là, qui est un peu comme... Il y a un peu le concept du podcast, un peu, mais de texte. C'est dans le fond, j'écrivais à du monde, des athlètes connus un peu partout dans le monde. Puis même
c'était fou. J'avais même écrit à Yann Frodeno. OK. Puis lui-même m'avait répondu à mon questionnaire. Puis c'était un peu genre, c'est quoi tu manges le matin de ta course, pendant ta course, toutes des affaires juste sur la nutrition. Puis là, c'était comme un peu... Fait que sur le site, tu avais comme une vingtaine, une trentaine d'athlètes de plein de sports. Il y avait du monde en kayak, des affaires de même. Wow. Puis là, tu avais un peu ces informations-là sur ces athlètes-là. Fait que c'est un peu ce principe. J'ai tout le temps été comme intéressé dans avoir l'information puis partager l'information un peu. Fait que c'est comme ce principe-là à continuer. Puis, tu sais, quand j'avais débuté cette affaire-là de site web, j'étais au cégep. Que t'as envoyé de cold email Yann Frodeno en 2012 pour savoir sa morning routine. C'est vraiment lui qui m'avait répondu. Là. Puis, il y a quand même beaucoup d'autres mondes que j'étais comme vraiment surpris qui m'avaient répondu. Là. Mais celui qui m'a plus marqué, mais surtout que vu que j'étais dans le monde du triathlon, c'était que lui-même m'a répondu. J'étais comme wow. Mais toi, c'était comme une quête personnelle parce que tu voulais avoir cette information-là pour ta performance à toi aussi. Il y avait quelque chose de... Dans le sens que cette information-là, tu voulais avoir le plus d'infos possible parce que tu étais passionné de triathlon toi-même. Puis aussi passionné de nutrition. Ça a tout le temps été comme quelque chose que je voulais faire. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai tout le temps voulu partir une compagnie de nutrition. J'ai tout le temps été un intérêt vers comme la science de ça, mais aussi le côté entrepreneur un peu. Fait que pour ça, c'était comme plus un intérêt personnel. Genre, vraiment, je suis juste curieux. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas cette information-là. Oui, de temps en temps, comme dans certains sites web ou dans le temps, il y avait comme des gros magazines comme Triathlete qui n'existent plus maintenant. Tu sais, des gros magazines épais, tu avais des grosses entrevues, puis tu avais plein d'informations que après, toute l'industrie du magazine papier, ça n'a pas survécu vraiment beaucoup. Là, c'est comme ce qui est dommage. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir ça. Puis personnellement, c'était plus une curiosité. Comme la même un peu curiosité que quelqu'un veut faire un podcast et parler avec du monde. J'ai toujours été quelqu'un vraiment curieux, là, fait que c'est un genre de ce projet-là. Ah, c'est bon que tu me dises ça, parce que pour vrai, je savais pas que la quantité de trucs que tu avais produits. Tu sais, il me semble que moi, quand je repense à tes années, je repense aux triathlètes vegan, je repense aux années plus, mettons, 2015, quand tu faisais des vidéos, tu sais, parce que des vidéos que tu mettais sur Facebook, que tu mettais sur YouTube. Mais finalement, toi, tu avais commencé bien avant ça, puis la période dont tu me parles, genre, mettons, début des années 2010, c'est la même période que tout le début, tu sais, du mouvement un peu plant-based, là, avec Rich Roll puis tout, là, c'était en même temps que ça, là. Ouais, c'est pas mal dans les deux, justement, le côté plant-based, ça a été beaucoup inspiré par Rich Roll. Il y a aussi Scott Jurek, qui était, comme j'avais lu son livre, puis c'était vraiment Eat and Run, hein? Eat and Run, ouais, qui était vraiment un bon livre. Puis il y a son dernier livre qui c'est North, qui est vraiment bon aussi, là, que je recommande vraiment aux gens à lire. Là. Fait que c'est comme, tu sais, ça a vraiment comme semé une graine dans ma tête par rapport au véganisme que c'était possible. Puis après ça, le véganisme, c'était comme le film Cowspiracy qui a vraiment fait... Là, du jour au lendemain, je voulais devenir ça, c'était vegan. Quelle année? C'était 2013-14? Quelque chose comme ça? Peut-être un peu avant ça. Mais ça doit faire comme 10-12 ans que je pense que je suis vegan. Puis il y a peut-être eu un 6 mois que j'ai eu comme une transition. Des transitions, ouais. C'est ça. Initialement, j'étais comme... En fait, quand j'ai décidé d'être vegan, c'était comme la veille d'une Coupe du Monde à Edmonton. Ma première Coupe du Monde. Puis là, t'as rien à faire. En triathlon. ITU, comme avec du drafting. Puis tu n'as rien à faire. J'étais dans l'hôtel, je regardais Twitter. Puis j'avais vu comme une vidéo de comme cruauté animale, comme 10-15 secondes. Puis tout de suite, j'ai décidé, je vais devenir vegan. Mais en fait, j'ai décidé que j'allais devenir végé ou du moins commencer à couper mon alimentation. Changer tes pratiques. Ouais, c'est ça. Je me souviens que comme dans une heure après, il fallait que j'aille au resto, comme qui m'ont le souper de la veille de course, de ma comme plus grosse course à vie de l'époque. T'as fait un Lionel Sanders de toi-même. J'ai changé ton alimentation. La veille, là, tu sais. Mais tu sais, de toute façon, la veille, tu manges des pâtes anyway, là. C'est pas comme si tu t'allais manger. Le travail est déjà mangeais fait, des côtes levées la veille d'une course, mais... j'ai vraiment coupé comme viande rouge après le cochon, dans le fond, là. Puis, tu sais, jambon, après poulet. Puis après, ça a été un petit bout avant que je coupe le poisson. T'sais. Fait que pendant un bout, j'étais pescadarien. Des fois, je prenais un peu de yogourt. J'étais un fan de yogourt grec. Je trouvais que c'était une bonne collation. Mais après, c'est vraiment le côté environnemental. Fait que le film Cowspiracy qui m'a dit de couper complètement. Puis aussi, c'est en voyant dans le film, même si c'est un film majoritairement sur l'environnement, une fois, on voit qu'il tue un gros thon. Puis le thon est énorme, là. Fait que dans ma tête, puis il y avait plein de sang aussi. Fait que je me dis, s'il n'y a pas de différence entre ça et un cochon en tant que tel. Puis c'est peut-être pour ça aussi, des fois, comme
on humanise un peu plus certains animaux. C'est sûr, on va encore beaucoup plus humaniser les chats et les chiens, nos animaux de compagnie, mais dans tant que tel, on va peut-être plus humaniser les cochons parce que ça ressemble à plus... C'est qui ressemble le plus à un animal de compagnie. Ouais. Puis aussi, on sait que les cochons ont vraiment une intelligence très élevée. Là. Je pense que c'est comme une intelligence comme d'un enfant de 3 ans, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, là, mais c'est quand même une très haute intelligence. Mais tu sais, en voyant cette vidéo-là, ça m'a fait réaliser que les poissons, c'est la même chose que n'importe quel autre animal. Tu sais, on ne devrait pas différencier un animal selon moi. Tu sais, qu'il n'y a aucun animal d'aura plus grosse importance qu'un autre, selon moi. Fait que c'est pour ça aussi que ça m'a fait un déclic. Puis là, j'ai décidé de devenir vegan complètement. Là. C'est super intéressant que tu me parles de ça. Le côté éthique, là, comment tu trouves que... Parce qu'il y a un choix éthique, je trouve, derrière ça, dans le sens que c'est un peu... C'est une question philosophique de, mettons, c'est quoi la conscience, puis qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui est... moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin, la réflexion. J'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. Comment tu perçois quand tu as ce discours-là, maintenant, 12 ans plus tard, versus quand tu as commencé, mettons, en 2012? Comment tu vois le changement là, au niveau de la perception en société de ce choix éthique-là? Cette discussion-là, moi, mettons, c'est des réflexions que je me fais personnellement par rapport à mes choix alimentaires. Mais toi, comment tu as vu comment le message a été reçu quand tu parlais de ça? Parce que tu n'as pas été gêné, tu en as parlé. Plusieurs personnes, quand je disais que je te recevais au podcast, c'était comme « Ah, c'est le triathlète vegan, tu sais. » Ton brand est autour de ça. Mais comment tu vois que ça a évolué, ça, dans les 12 dernières années? C'est sûr, surtout au début, mon brand est encore plus associé à ça. C'était vraiment important pour moi de parler de ça. Puis je pense aussi, dans le temps, j'étais plus axé... Mais j'étais plus peut-être présent sur les réseaux sociaux, faire beaucoup de vidéos, des choses comme ça, les podcasts, tout ça. Là, ces dernières années, on dirait que j'étais comme trop occupé là, avec plein d'autres projets. Puis les études, fait que comme je suis moins faire des vidéos, des choses comme ça. Mais au début aussi, c'était comme... Surtout quand tu débutes dans quelque chose, si tu débutes le véganisme, tu veux faire la promotion de ça parce que c'est comme... Tu viens d'avoir ce déclic-là dans ta vie. Tu viens d'avoir ton illumination. Puis là, t'es comme... Tu veux que tout le monde ait cette illumination-là en tant que tel parce que tu dis comme... Mais ça change... Si Cowspiracy, ça a changé ma vie à moi ou si cette vidéo-là en particulier, tu veux que tout le monde voit cette vidéo-là, tu sais, parce que... Tu sais, selon moi, il y a 3 raisons dans le fond de devenir vegan. C'est comme soit le côté éthique, côté santé ou le côté environnemental. Puis souvent, vu que je suis un athlète, les gens, ils pensent que c'est le côté santé qui a primé, mais pour moi, c'était vraiment pas du tout un... J'ai même pas pensé à ça. Même en tant que tel, le côté éthique et environnemental était tellement important que j'étais prêt à avoir une baisse de performance si... Tu pouvais respecter ce principe-là. Si je pouvais respecter ce principe-là. Puis après, là, je sais que, au contraire, je pense que ça m'a aidé pour ma performance. Puis là, de plus en plus, il y a des films comme Game Changer, il y a des études aussi qui montrent qu'il y a beaucoup plus maintenant de modèles aussi d'athlètes qui performent bien en étant vegan. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que moi, dans le temps, quand j'ai débuté, on parlait justement de Rich Roll, Scott Jurek. C'est surtout du monde du milieu de l'endurance. Du monde comme, qui sont plus... qui sont minces, qui sont pas tant musclés, parce que t'as pas besoin d'être musclé pour... Il y avait comme un phénotype qui était éligible à cette diète-là. Puis là, quand ça commençait à être un peu plus mainstream, là, t'as des athlètes comme Serena Williams, t'as du monde comme du monde de la UFC, t'as du monde comme l'homme le plus fort au monde. J'ai tout le temps un blanc de mémoire, là, mais qui est vegan aussi. Fait que t'as tellement plus de modèles maintenant, puis c'est du monde aussi qui sont très forts, très musclés. Tu as des influenceurs véganes qui sont très, très, très musclés, qui sont des bons modèles parce que c'est sûr que si tu as Scott Jurek comme modèle, tout le monde qui font du bodybuilding ou qui veulent être, qui font pas nécessairement un sport, mais qui veulent juste être musclés, ils vont dire, mais ça me tente pas de ressembler à lui en tant que tel. T'sais. Exact. Fait que là, ça a vraiment un peu changé la donne. Puis moi, je voulais juste parler de ça. Puis je pense que c'était important pour moi de parler d'un point de vue des côtés bénéfiques de ça, plutôt que parler de... Est-ce que tu laissais de côté? Ouais, puis parler du côté... Je voulais pas comme shamer le monde de « Ah, tu manges la viande, c'est pas bon, tu tues un animal, c'est pas bon pour l'environnement, etc. » ou même « c'est pas bon pour ta santé. » C'est pour ça, comme quand j'ai fait mon TED Talk sur ça, sur le véganisme, moi, le but, c'est vraiment de parler complètement du côté bénéfique de ça. Je donnais un peu l'exemple de comme Elon Musk avec les Tesla. Au début, c'est comme... Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'intérêt vraiment pour l'environnement en tant que tel, mais ils voient, surtout quand ça a débuté, Tesla, c'était comme « Wow, c'est une voiture futuriste, ça a l'air vraiment cool à conduire, tout ça. » Fait qu'ils vont s'acheter quand même une voiture électrique,
juste parce que c'est cool. Fait que de montrer, comme de changer de côté, de montrer, rendre ça le fun, montrer le côté bénéfique de ça. Fait que, tu sais, si mon but, la façon que je voyais ça, c'est comme, si je peux montrer ce que je mange puis ça a l'air bon, les gens vont goûter ça, ils vont dire, tu peux faire un gâteau qui goûte exactement la même chose, tu peux faire un spaghetti bolognaise puis ça goûte exactement la même chose. Fait que pourquoi pas, tu sais, si t'as raison pourquoi tu vas pas devenir vegan, c'est parce que tu penses que ça va pas goûter bon. Mais moi, je veux faire la promotion que oui, ça peut goûter vraiment bon, ça peut goûter la même chose. Fait que c'est un peu ça la façon que je voulais faire la promotion de ça. Tu sais, vraiment le côté plus bénéfique, les choses que tu peux gagner par rapport à ça plutôt que les choses que tu enlèves dans le fond. Ou je voulais surtout pas shamer les gens de devenir c'est pas bon que tu manges la viande. Au contraire, j'étais comme pour ça que je voulais faire la promotion, mettons le Meatless Monday. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, c'est de ne pas manger de la viande le lundi. C'est la meilleure façon parce que tu réalises... C'est un premier pas. C'est un premier pas. Tu sais, si tu le fais une journée de la semaine que tu ne manges pas de viande, pourquoi tu ne serais pas capable de le faire 7 jours par semaine? Puis même si ça, c'est un trop gros step, commence par juste un repas de la semaine. Puis ça, je dis souvent, c'est comme le déjeuner, c'est l'affaire la plus facile à faire vegan parce que la majorité du monde mange déjà végé ou vegan. Fait que c'est très facile à changer. Après, tu fais avec le dîner qui est encore plus aussi facile. Puis après, le souper, ce qui est peut-être le repas que souvent, il y a un peu plus de viande. Mais ça se fait quand même assez bien, surtout si tu le fais juste une journée par semaine. Puis là, après, la transition se fait parce que tu te sens bien. Tu vois que c'est facile à faire aussi. Puis aussi, tu sais, comme depuis que je suis vegan, ça a quand même beaucoup changé de ce qui est accessible aussi dans les supermarchés. C'est surtout quand tu voyages aussi. Tu sais, comme je reviens d'un voyage en Arizona, tu sais, aux États-Unis, puis tu as plein d'options vegan. Tu as plein aussi de junk food vegan qui sont le fun, qui est comme un peu aussi une façon de dire oui, c'est peut-être pas la meilleure chose pour la santé, mais c'est une bonne chose que comme ça fait réaliser aux gens que tu n'as pas besoin de te brimer en étant vegan. Tu peux manger n'importe quoi. Maintenant, c'est comme il n'y a aucune chose que tu n'as pas la version vegan de ça en tant que tel. Tantôt, tu as dit le mot transition, puis moi, tu sais, ton Monday, Meatless Monday, c'est un exemple de premier pas dans la transition, mais toi, tu disais tantôt, j'ai eu un 6 mois de transition pour devenir vegan. Ça ressemblait à quoi, ces 6 mois de transition-là? Ouais, c'est ça, des fois on s'entend, t'es quelqu'un d'intense, fait que ça a pris 6 mois, t'avais complété ta transition, mais ça a commencé comme avec le Meatless Monday, ça a commencé au restaurant. Non, c'était plus par animal, dans le fond. OK. C'est vraiment, je coupais la viande rouge, après je coupais comme c'est ça, le cochon, tout ça, après le poulet. Puis après, j'ai coupé poisson et lait, puis fromage, puis yogourt, tout ça. Okay. Dans le fond, ça a plus été par animal que des fois par... des fois, ça peut être par repas ou par journée de la semaine. Puis est-ce qu'à chaque fois que tu coupais, mettons, un des produits, un des animaux, est-ce que tu sais, comme tu passais une période où tu apprenais à recuisiner, c'était-tu la période de transition où tu brainstormais sur des nouvelles recettes? Parce que, tu sais, moi, je me rappelle de vidéos où j'ai comme l'image de toi, mettons, probablement 2014-2015, qui tu sais, as souvent fait des vidéos en montrant tes recettes, en montrant comment tu cuisinais, comment tu faisais tes trucs. Fait que c'était quoi ces périodes-là de tu coupais, puis là, tu sais, dans le sens que, vu que c'était plus dans ton assiette, tu remplaçais ça par quoi t'allais... Mais c'est surtout, tu sais, comme les classiques, tu vas remplacer par du tofu, du tempeh, beaucoup de légumineuses, puis bien que je mangeais de la viande avant, j'étais pas comme un gros mangeur de viande en tant que tel. T'sais, dans notre famille, on n'a jamais été des gros mangeurs de viande. Fait que c'était quand même facile justement de couper ça. T'sais, on avait beaucoup d'autres recettes qu'on pouvait faire. Puis des fois, c'est facile comme tu veux couper le poisson ou le poulet, mettons, de remplacer ça juste par du tofu, du tempeh. Ou des fois aussi, une des façons faciles pour les gens, c'est vraiment... Surtout au début, de remplacer ça par comme une saucisse végé. Tu veux remplacer ça, c'est vraiment exactement le même produit en tant que tel. Tu veux remplacer un burger ou tu s'en vas chez un barbecue chez les gens. Tu amènes un burger végé, c'est exactement la même forme, le même goût. Fait que c'est vraiment facile à ça. Fait que c'est souvent les façons les plus faciles à transitionner. Puis après, tu réalises, il y a plein d'autres recettes que je peux faire. Puis aussi des options qui sont plus santé que ça en tant que tel. Parce que ça reste que c'est comme un burger végé, c'est facile, tout ça. Il y a quand même il y a plus de sel. C'est pas la même chose que manger comme des chickpeas ou des vraiment mais des pois chiches. Des choses que tu cuisinerais. Des choses que tu cuisines puis que comme tu fais vraiment from scratch. Là, tantôt, tu me disais, je reviens à ton côté athlète d'endurance. Là, tu me disais que tu revenais d'Arizona. Tu es allé faire une course de 100 km?
Ouais, il y a quelques jours, là, dans le fond, là, on est le mardi, puis c'était samedi dernier, ouais. Puis ça a été une course que tu m'as juste brièvement dit que ça avait été vraiment difficile, tu avais été vraiment raqué. Ouais. Mais tu avais l'air quand même content de l'avoir complété. Tu avais l'air quand même satisfait d'avoir pris le départ. Mais c'est ça, en fait, mais j'aime pas, tu sais, comme parler d'excuses, tout ça, mais ça en tant que tel, c'est plus la réalité que j'ai vraiment pas une bonne préparation. Depuis l'automne, en fait, depuis mon off-season, j'ai eu la pire préparation possible que, tu sais, j'aurais pas pu imaginer. En tant que tel, là, l'automne, j'étais souvent malade, j'ai comme enchaîné plusieurs styles de... En fait, j'étais sûr que j'avais le COVID, mais en fait, j'ai jamais eu le COVID, en fait, en automne, mais comme il y a quasiment 6 semaines que j'étais tout le temps... On dirait que j'avais un rhume, je commençais à être mieux, puis j'avais un autre rhume, puis aussi, j'ai eu une grosse blessure à la hanche. En fait, je pensais que c'était vraiment à la hanche, puis dans le temps, j'ai déjà eu des gros problèmes de hanches qui m'ont gossé vraiment très longtemps. Fait que je pensais que c'était ça. Même c'était genre le 26 décembre, j'avais couru, puis là, j'avais comme je voulais faire juste comme un 30 minutes de jog. Puis j'avais une douleur vraiment, vraiment intense. Fait que là, j'avais texté, mais je suis quand même je connais bien mon médecin de famille. Puis j'avais écrit, genre, serait-il possible d'avoir comme une prescription, mais faire un IRM, tout ça. Mais j'ai dit, je vais attendre, je vais prendre un break, tout ça. Fait que depuis comme décembre, tout janvier, février, c'était comme, j'étais quand même capable de courir, mais à chaque fois que je courais, j'avais mal à ma... En fait, fin de compte, c'était plus comme une élongation musculaire, comme au pectiné, comme vraiment à l'intérieur. Pour ça que c'est comme proche un peu de la hanche, fait que pour ça que je pensais que c'était à la hanche. Mais à chaque fois que je courais, j'avais vraiment mal, puis mon volume était vraiment loin de ce que je voulais faire. Là, c'est ça. Le plus long que j'avais fait, c'était comme un 3h30, j'avais couru comme un 40 kilos. Puis dans ma tête, comme ce que j'avais mis dans mon training piece, puis ce que j'avais discuté avec mon coach, on voulait faire un 6-7 heures. Fait que j'étais comme à la moitié de ce que je voulais faire réalistiquement. Mais tu sais, en tant que tel, j'avais pris le billet d'avion. Tu sais, ma famille aussi y allait avec moi. Fait qu'on dit, on va y aller. Puis en plus, il y a 2 semaines avant la course, j'ai pris le COVID. Fait que là, j'ai eu une semaine complètement à rien faire du tout. Le vendredi, en fait, la veille de mon départ, j'ai comme couru. Puis après, je suis revenu chez moi. J'ai grelotté complètement. J'ai fait comme une genre d'hypoglycémie. Puis j'étais pas... Ma copine, elle me parlait, puis j'étais pas responsive. Comme, même elle était inquiète, fait qu'elle a appelé l'ambulance. Même on a fait... puis en fin de compte, j'ai commencé à mieux me sentir. C'est comme si j'avais fait une genre de grosse hypoglycémie, mais aussi, en plus, j'avais les grelottements qui étaient bizarres. Puis c'est comme elle me parlait, puis j'étais pas là 100% un peu. Là, puis un gros mal de tête. Puis en fin de compte, c'est quand les ambulanciers m'ont pris, puis c'était comme juste une grosse hypoglycémie. Fait que je pense que... Puis ça, en fait, c'est un problème qui est assez récurrent. Souvent, des fois, une journée normale, je me sens vraiment bien. Ça va arriver, j'ai des hypoglycémies. Fait que même là, c'est ça, là, je suis de retour au Québec, je vais essayer de me faire des tests pour voir c'est quoi qui cause ça. Des fois, ils appellent un peu, c'est une reactive hypoglycémie, que dans le fond, si tu prends beaucoup de glucides, tu fais un effort, des fois, c'est comme tu as trop d'insuline, puis après, tu as une hypoglycémie réflexe. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que... Mais en fait, c'est ce qui est arrivé. Fait que déjà, mes attentes étaient c'était juste... Était pas élevé, mais ça reste que mon côté compétitif, le jour de la course, c'était comme... Je vais essayer d'y aller quand même all-in. Puis ça a tout le temps été un peu ma vision de la chose. C'est comme, peu importe, tu vas all-in. Puis j'ai souvent payé le prix dans des Ironman aussi. C'est comme, j'y allais sans avoir la meilleure gestion d'effort. Puis en tant que tel, là, ma gestion d'effort était bonne. Elle était correcte si j'étais dans le meilleur état possible. Si j'avais pas eu le COVID, si j'avais pas eu ma préparation qui était inadéquate. Puis là, après 25 kilos, j'étais encore comme en bonne position en tant que tel, mais là, j'ai commencé vraiment à avoir une douleur musculaire intense, que comme si j'étais le lendemain, mettons, d'un Ironman. Tu sais, comme t'as la suite à marcher, tes jambes... surtout ma jambe gauche, j'étais plus capable de... Elle était plus capable de contracter ou était tout le temps contractée. Dans le fond, elle pouvait plus relaxer. Okay. Puis là, je boitais en fin de compte. Fait qu'à partir de comme du 25 à 100 kilos, c'était juste en mode survie. Puis surtout à partir de 50 kilos, là, c'est là que j'ai commencé à devoir marcher. Puis quand il te reste 50 kilos, c'est quand même long de déjà devoir marcher. Puis tu sais... mais ce qui est fun, c'est qu'en tant que tel, il y avait un autre, tu sais, un ancien bon triathlète que maintenant il est pro trail runner, que tu sais, aussi lui, il avait une dure journée, fait qu'on a couru / marché un peu ensemble. Mais ça a été comme vraiment comme l'expérience de sport la plus comme humbling, tu sais, comme... Ah ouais, hein? Si jamais, tu sais,
j'ai tout le temps été plus dans le côté élite. Tout le temps, ça fait comme une dizaine d'années que je suis triathlète professionnel. Fait qu'en tant que tel, j'ai eu des fois que des Ironman que ça allait pas du tout. Puis j'ai comme, justement à cause d'une mauvaise gestion d'effort, puis j'ai dû marcher un petit peu. Mais tu sais, peut-être tu marches un peu un 10 kilos, mais c'est pas la même chose que marcher quasiment ou trottiner pendant 50 kilos. Tu te fais dépasser par tellement de monde. Mais pour moi, c'était comme vraiment important de devoir le finir. Un, par respect pour les autres personnes qui le font. Puis par moi-même aussi, je me disais, tu sais, comme, si t'es capable de continuer d'avancer, il n'y a pas de raison de pas finir. Mais là, le problème, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je m'attendais à faire la course un peu en 8 heures. Tu sais, la course, il y a une couple d'années, ça se gagne en 8 heures. Maintenant, le niveau vraiment fort, ça se gagne en 7h30. Fait que, tu sais, en 8 heures, tu sais, je me disais 8 heures, ça va extrêmement bien. 8h30 si j'ai une course correcte. Mais là, je pense que ça m'a donné presque 11 heures, là, genre 10h50, 50 quelques. Fait que là, j'avais pas pensé à amener une lampe frontale. Puis surtout, le départ a été retardé de 2h30 parce qu'il faisait vraiment froid. Oh. Fait que là, j'arrive à 80 kilos. J'ai pas de lampe frontale. Là, comme... Puis le soleil commence déjà à descendre. Puis t'es dans le milieu d'un canyon, il n'y a rien du tout. Puis là, je suis comme... Mes parents sont comme, tu peux pas continuer à... On n'a pas de lampe frontale, tu sais. Mais tu sais, t'es rendu là en tant que tel. Dans ma tête, c'est pas une option du tout. Fait que c'était pas... En tant que tel, c'était pas smart de continuer à courir. Mais dans ma tête, j'étais comme, je vais continuer à courir. Puis au pire, je vais accélérer puis finir avant que le soleil il se couche. Mais c'est pas réaliste parce qu'il se couchait dans 15 minutes. Là, puis il me restait 20 kilos. Fait que là, après un bout, il a fallu que je cours avec mon cellulaire. Parce que là, les derniers 20 kilos, j'ai décidé de prendre mon cellulaire justement à cause... Pour avoir la musique un peu aussi. Ouais. Parce que je savais que ça allait être long. Puis au moins, genre, une source de lumière. Fait que là, je faisais ça, mais tu sais, c'est pas tant bien. Mais c'est facile à voir le sentier quand il fait soleil. Quand il fait noir, puis t'as juste la lumière dans son cellulaire, c'est vraiment difficile. Fait que souvent, j'ai la difficulté, il fallait que j'arrête de voir c'est où que j'allais. Puis c'était vraiment, il y a plein de roches, fait que c'était vraiment difficile d'avancer. Puis là, même, j'ai rappelé mes parents, j'étais comme, ça marche pas. Tu sais, le prochain endroit que vous pouvez me rendre, on va aller là, puis ça va être fini, tu sais. Mais là, c'est rendu que c'était comme kilomètre. Dans ma tête, c'était comme kilomètre 90 qu'on pouvait me voir, mais en fin de compte, c'était kilomètre 92. Fait que dans ma tête, il reste 8 kilos. Fait que, puis aussi, c'est comme mentalement, au début, j'étais vraiment déçu de comme pas pouvoir bien faire. Ça allait vraiment bien les premiers 20-25 kilos. Je courais, il y avait comme Tim Tollefson, qui est comme un des meilleurs au monde. Fait que j'étais vraiment dans la game, tout ça. Fait que de passer de ça à marcher, trottiner, /survivre, tu sais. Le seul comme côté bénéfique, le seul positif que je pouvais relate à ça, c'est de finir, tu sais. Okay. Fait que là, le fait que comme il y avait l'option que c'est une possibilité que je pouvais pas finir, que dans ma tête, c'est le pire scénario du tout, là, tu sais, comme c'était même pas une option en tant que telle. Fait que là, c'était vraiment comme... J'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir finir. Puis j'étais comme un peu... J'avais accepté le fait qu'il n'y avait plus d'options. Il fallait que je finisse. Je ne pouvais pas finir. Puis en fin de compte, à kilomètre 92, dernière aid station, mes parents ils ont réussi à se rendre là, qui était vraiment compliqué en tant que tel, là, parce qu'il fallait... C'était comme des gros chemins cabosseux. Eux, il a fallu qu'ils marchent dans le noir. Okay. Ça, c'est une grosse histoire. Puis là, il y a un bénévole qui a pu me donner une lampe frontale. Puis j'étais tellement content. Fait que ça a vraiment changé mon mindset parce que je voyais... Toute ma journée, je voyais ça comme une grosse déception. C'était comme... Puis j'étais vraiment négatif. J'étais comme, ça sert... Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, c'est comme... J'étais là pour faire un bon résultat. Puis là, je me prends une marche. Puis là, je suis en train de hiker, tu sais. C'est vraiment une grosse randonnée, là. Fait que j'étais vraiment déçu. Mais là, ça a changé un peu le mindset parce que vu que je pensais que j'allais pas finir, puis là, je pouvais finir. Ça a vraiment changé. Puis je courais pas vite, mais ça reste que je regarde mon split. J'ai quand même accéléré quand même pas mal les derniers kilos parce que le côté mental a fait comme yes, je peux finalement finir. Puis au moins, ça finit que comme il y avait un côté positif à cette expérience-là. Puis ça reste que comme les 2 jours après, surtout la journée après, j'étais vraiment déçu. Puis tu vraiment down de moi. Puis tu as le goût, c'est souvent ça après une performance pas bonne, tu as le goût de tout lâcher. Comme pas juste lâcher les ultras, mais lâcher le triathlon, le sport de performance. Mais là, tu sais, je vois le côté bénéfique de ça, puis je pense que j'ai beaucoup appris de ça, puis je pense c'est tellement facile de DNF, puis il y a plein de pros
qui ont DNF qui faisaient la course parce que quand ça va mal, c'est la solution la plus facile en tant que telle. Mais selon moi, si tu es capable de finir, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Si tu es capable de finir, mais sans te blesser ou sans, comme ça aggrave ta santé, bien sûr, là, je pense que tu vas vraiment beaucoup apprendre de ça. Puis, tu sais, à chaque personne qui me voyait, il était comme, t'es-tu correct, ça va-tu? C'est comme, surtout la fin, comme quand j'avais plus de lumière du tout. C'est comme, puis il voyait qu'il est comme, il me reste 50 kilos, puis je suis en train de marcher au boiter. C'est comme, c'est pas normal vraiment, là. Fait que c'est comme, c'est du monde, des fois, il y a du monde vraiment plus vieux que moi, tu sais, des gens de comme 40, 50 ans qui est comme, wow, eux, j'aurais jamais pu penser me faire dépasser par genre de, ces gens-là, tu sais, quand, puis t'as un gros respect encore plus pour ces gens-là, tu sais, autant les personnes qui ont le gagnant qui a fait 7h30, mais autant le monde qui m'ont battu que comme j'aurais jamais pensé qu'ils me battent en tant que tel, de face. Puis aussi le monde que ça a pris quasiment le double de temps que ça m'a pris. C'est comme, shit, moi j'ai comme couru 2 heures ou 3 heures dans la nuit. Puis je trouve, j'aurais jamais pensé ça. Puis c'est comme, wow, expérience vraiment difficile. Il y en a qui ont fait 12 heures, mettons, dans la nuit. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est comme vraiment, j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Puis je pense que ça m'a changé un peu ma perspective de comme, wow, c'est encore plus impressionnant tous les gens qui font ce genre de choses-là. Parce que, mais souvent, tu sais, les pros aussi en Ironman, on le dit souvent, c'est comme quand tu fais faire un Ironman en 8 heures, oui, c'est tough, mais tu sais, c'est le monde qui le fait en 17 heures. C'est quasiment. C'est tellement. C'est inimaginable. Ouais, c'est inimaginable. Là, c'est la première fois un peu que. Oui, il y a des fois que comme ça a mal été, puis j'ai fait comme, mettons, 30 minutes de plus que je pensais à mon Ironman. Mais là, c'est 3 heures de plus, mettons, que je pensais faire. Là, tu m'as répondu à mes questions de questionnaire vraiment bien. Vraiment, j'étais vraiment reconnaissant quand j'ai lu ton document. Puis tu as rempli ce document-là avant de faire ta course, je pense. Ouais, c'est avant ma course. Ouais. C'est fou parce que dans une des réponses que tu m'as écrites dans le questionnaire, c'est que qu'est-ce qui avait changé dans le temps, c'était ta relation avec la performance un peu, de vouloir. Puis là, finalement, cet événement-là t'arrive. Ça fait quelques jours. Après m'avoir répondu ça. Fait que là, pendant que tu me racontes ça, je me dis, tu sais, c'est vraiment. Tout est dans tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est. Ta réflexion était déjà entamée avant d'avoir cette épreuve-là qui était en dehors de ton spectre des possibles, mettons. Puis là, finalement, tu l'as vécu, puis tu as eu un genre de mise en perspective de la place de comme la performance dans ta pratique, tu sais. Fait que là, tu sais, ça fait pas beaucoup de jours que tu as commencé à décanter ça, là, mais mettons, c'était quoi cette réflexion-là qui t'habite, qui a fait que tu as trouvé que c'était comme une expérience que tu retirais du positif? Mais c'est ça, mais c'est dans le temps, je pense j'ai réalisé que... Tu sais, t'es quelqu'un d'intense, t'es quelqu'un qui a sorti des performances vraiment impressionnantes. Les gens qui te connaissent probablement dans la communauté physio-vélo puis ailleurs, ils savent à quel point t'as rien à prouver à personne, à part à toi-même. Ouais. Mais puis là, mettons, tu te retrouves à faire... tu sais, j'ai comme l'impression que quand j'avais lu ta réponse dans le questionnaire, tu sais, ta réflexion est entamée vers le fait d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude sur le fait que tu peux encore te présenter à des lignes de départ après quasiment, là, tu sais... autant d'années, là. 15 ans, tu sais, à faire énormément d'entraînement. Fait que je me questionne sur tu sais, cette transition-là avec cette course-là qui vient d'arriver, tu l'entrevois comment? C'est ça, mais dans ma tête, mais je pense que c'est comme une longue réflexion qui a pris beaucoup de temps. Ouais. Au début, j'allais dire oui, c'est comme mettons depuis le COVID que ça a changé en perspective. Ouais, tu m'as répondu ça un petit peu, là, que ça avait mis en perspective le fait de ne pas pouvoir faire de course. C'est ça, c'est un peu le cas en tant que tel. Ça m'a fait réaliser que dans le fond, j'ai comme. Faut vraiment que je vois ça année par année, puis comme même course par course. Comme chaque course peut être ma dernière. Mais ça reste que, comme en 2020, il n'y a pas eu de triathlon du tout. Puis. C'est là que j'ai fait mon premier gros ultra. J'avais déjà fait un 60 kg une fois à Montréal. C'est comme le Trans-Montréal. Tu traverses Montréal. Oui. C'est dommage, là, la course n'existe plus, mais c'est vraiment cool comme course. Ouais. Puis j'avais déjà été touché un peu au monde de l'ultra, mais là, c'est la seule course que j'avais faite de 2020. C'était ça, l'UTHC de 80 kg. Puis c'est la fois que, justement, j'ai eu la meilleure préparation à vie pour, en tout cas, pour un ultra, en fait, puis pour une course, parce que c'est comme tout l'été, je m'entraînais pour ça. Puis durant la course, c'est comme... Possiblement, c'est une des meilleures courses que j'ai eues à vie, comme même en incluant tous les triathlons. Puis quand tu dis ça, est-ce que tu parles de performance ou tu parles de comment tu t'es senti quand tu faisais la course? Je me suis jamais... Puis aussi le côté mental, qui est comme... Je suis vraiment rentré dans une zone que comme...
j'ai pu me pousser à fond. Puis j'ai pratiquement, tu sais, comme tout le temps couru. Il y a peut-être genre, au total, toute la course, puis c'est une course qui a duré un peu plus que 7 heures. J'ai peut-être marché 1 minute 30, mettons, là, tu sais, de tout ça. Puis tout le temps, je me poussais. Puis j'étais vraiment dans une zone de comme performance. Puis aussi, tu sais, ça fait le côté mental, le côté de performance aussi, c'est vraiment le meilleur que je... T'étais-tu aussi dans le plaisir? Genre, t'avais-tu du plaisir à te pousser comme t'étais? J'avais vraiment, vraiment de fun, mais aussi il y a un côté que comme... Puis aussi, je pense, j'ai tout le temps été comme ça, j'ai tout le temps été vraiment dur sur moi-même, autant dans la vie de tous les jours que comme... Tu sais, autant, mettons, dans mes études, tout ça, que dans la vie de tous les jours. Je suis souvent comme négatif vers moi-même, puis dans un sens, dans les courses aussi, j'utilise ça comme un positif pour me pousser, qui est peut-être pas la façon la plus... Quand je parle ça à du monde, des fois, je réalise que c'est peut-être pas la façon la plus saine de faire ça, mais tu sais, là, ça allait vraiment, vraiment bien. En fait, j'étais comme parti 5 minutes après les premiers parce que j'étais pas comme considéré élite en trail, parce que j'avais jamais fait de trail en tant que tel. OK. Fait que là, tu sais, à partir de 20 kilos, j'avais rattrapé tout le monde, je menais. Fait que là, tu sais, fallait que je me trouve d'autres façons de me motiver, parce que si le but, c'était juste finir ou gagner, c'était comme... C'était plus assez pour me pousser. Fait que là, j'étais comme, OK, oui, il faut que je le gagne, mais il faut que je fasse le record de parcours. Mais là, quand je savais que comme j'allais faire le record de parcours, il fallait comme, OK, il faut que je le fasse en bas de 7 heures, tout ça. Fait que là, dans ma tête, j'étais vraiment... Comme je disais des mauvais mots sur moi-même, j'étais comme... genre le F-word sur moi-même, let's go. C'est genre des fois, comme... Des fois, c'est bizarre, mais des fois, je me tape un peu la face un peu quand je cours. Je suis vraiment, c'est comme négatif sur moi-même, mais ce qui me poussait un peu. Ça finit que dans le fond, j'avais réussi tous mes objectifs. J'avais gagné la course, j'avais fait un record de parcours. Puis le seul objectif que j'avais pas réussi, qui est dans le fond un objectif que je me suis inventé pendant la course, qui est de faire en bas de 7 heures. Parce que ça me prenait cet objectif-là pour me pousser. Est-ce qu'il te fallait un objectif inatteignable? Ça me prenait comme quelque chose de plus pour me pousser un peu en tant que tel, pour comme continuer à aller plus fort. T'sais? Parce que je voulais chercher le comme. Je savais que c'est la seule course que je peux faire de ma saison. Puis je savais aussi que comme performance, en termes de performance, c'était genre, j'étais dans une bonne journée. Là. J'étais vraiment, tu sais, comme quand tu appelles in the zone. Fait qu'il fallait que j'aie un objectif vraiment difficile. Fait que même si genre, techniquement, j'ai eu vraiment une belle course, à la fin de la course, j'étais déçu de moi-même. Wow. Parce que je m'étais fait un objectif qui était comme... Je m'étais dit, dans le fond, j'ai pas réussi cet objectif-là, tu sais. Puis en tant que tel, j'étais comme, j'aurais pu faire plus. Puis même, il y a une autre, tu sais, comme après, en 2022, j'ai fait le Canada Men. Aussi, une des meilleures courses à vie. Puis après la course, j'étais quand même... J'ai fait un record de parcours. Je pense que j'avais gagné comme peut-être de 1h30. C'est comme vraiment une belle course. Puis une autre course que j'étais dans ma zone. Mais ça reste que j'étais pas content après ma course. Comme... Fait que là, j'étais comme... J'ai réalisé que... Là, ça fait une couple d'années... Tu sais, ça fait longtemps que je fais ça. Puis je réalise... Après, comme plusieurs années, je fais comme oh shit, c'était vraiment une bonne course que j'ai faite, tu sais. C'est drôle. Pourquoi j'ai pas pu être content de ça? J'allais te demander ça parce que là, mettons, tu sais, c'était négatif self-talk-là que tu parles, tu sais, c'est... tu sais, le nom du podcast, c'est le podcast Jamais assez. Puis quand je t'ai invité, je savais que tu fitais exactement dans... tu fitais exactement dans le persona auquel je m'identifie moi aussi dans certaines sphères là, de ma vie ou de l'entrepreneuriat. Mais je me demandais justement, tu sais, toi, le fait que tu n'en aies jamais assez, puis que tu te pousses, puis que tu utilises ces outils-là qui sont... parfois un peu, qui ont un côté un peu pervers là, sur ta perception de toi-même. Tu as utilisé ce mécanisme-là pour te rendre plus loin, mais en rétrospective, ce que tu dis, c'est que quand tu regardes en arrière, tu es capable d'être positif. Tu es quand même capable de réaliser que c'est des performances qui sont qui font que t'es-tu content de toi-même quand tu repenses à ça? C'est ça, dit maintenant, c'est comme... Mettons, l'UTHC, là, c'est en 2020. Canada Men, c'est en 2022. Il faut juste 3 ans, là. 3-4 ans. Là, je suis en 2024, là, je peux réaliser ça. Puis, je pense que c'est aussi... c'est la même chose aussi avec, comme... Tu sais, là, en ce moment, je suis au doctorat. Puis, il a fallu... J'ai eu des périodes difficiles, justement, pendant le doctorat. Tu sais, comme... Il a tout le temps fallu que, comme... Même après j'ai fini ma maîtrise pendant le COVID. Puis, il y a une section... Puis, j'étais chez mes parents, j'avais rien à faire. Dans le fond, il fallait juste écrire ma thèse puis courir beaucoup. Dans le fond, c'est juste ça que je faisais. Puis même, tu sais, il n'y a pas eu de période de transition. Même pendant la fin de ma maîtrise, j'ai déjà commencé à travailler sur un article que je voulais poursuivre pendant le doctorat. Puis je
j'étais tout le temps comme plus. On dirait comme c'était un peu la même vision que j'avais dans le sport que comme c'est jamais assez dans le fond. Exactement. J'ai même pas voulu faire une plug de ton podcast. Non, c'est correct. Mais je pense que c'est une phrase qui revient. Je pense que c'est un moteur, tu sais, dans le sens que c'est. Mais il faut avoir la perspective pour le réaliser parce que tu sais, c'est le moteur de l'humanité, dans le sens que le monde sont comme je veux l'iPhone 17, là, tu sais, genre, je veux courir plus vite, tu sais, je veux aller plus loin, d'avoir un but tu sais, qui est inatteignable dans un sens, c'est ce qui te pousse à être le plus proche. Plus, ouais. Exact. Mais c'est ça, des fois, faut que tu réalises un peu, c'est comme oui, c'est bon parce que ça te pousse plus, mais des fois, ça peut être nuisible. Puis là, si je pense que c'est ça, pendant le doctorat, j'ai eu une période plus difficile que j'étais comme un peu en burn-out de justement de faire trop de choses. Puis en plus d'être comme de vouloir faire trop de choses, parce que c'est comme ça, en même temps, j'avais le doctorat, là, j'avais commencé à travailler pour Chrono Nutrition, je fais du coaching. Là, j'avais commencé à travailler pour écrire un livre. Oui, dans le fond, on va peut-être en parler tantôt, c'est que tu as collaboré pour le livre. Fait que j'ai 1000 projets, puis c'est justement une bonne chose que comme, oui, je suis très motivé, je vais faire beaucoup de choses, mais après un certain temps, c'est too much. Puis là, j'avais des périodes que comme grosse anxiété parce que t'as plein de deadlines qui arrivent, tu sais pas comment tu vas arriver. Puis aussi, en faisant plein de choses, je me disais, mais là, vu que je fais plein de choses, je suis jamais à mon plein potentiel dans chaque affaire. Je les amène pas où ce que je veux, ces projets-là. Tu sais, fait que j'étais comme j'étais jamais content dans le fond, tu sais, comme fait que dans le sport, j'étais comme oui, je continue à faire du triathlon professionnel, mais je peux pas m'entraîner autant que quelqu'un qui fait juste ça. Puis là aussi, dans le milieu de l'académie, le doctorat, qui est un milieu très, très, très compétitif, voire / un peu toxique aussi, qui est très autant compétitif selon moi que le sport de professionnel ou même le sport de haut niveau. Fait que dans tout ça, j'étais jamais, dans aucun sphère de ma vie, j'étais comme, je fais ce que je veux, je suis à plein potentiel que ce que je peux donner. Fait qu'au lieu de faire, je vais enlever des choses, mais je fais comme, il faut juste plus que je travaille, tu sais, dans le fond. Puis là, ça créait un stress qui était vraiment important. Fait que c'est là que j'ai commencé à avoir une psy parce que c'était vraiment nécessaire. Puis comment tu t'en es rendu compte que t'étais brûlé? C'est les gens qui te l'ont reflété ou c'est toi qui t'en Mais il y avait des... C'est ça, c'est comme... Je sais pas exactement si c'était comme des genres de crise de panique, quelque chose de même, ou des périodes d'anxiété, mais c'était comme si tout d'un coup, mon corps, il lâche, puis c'est comme si c'est juste une réaction physique en tant que telle. Ah, t'as eu des signes physiques de ça. Ouais, c'est ça. Fait que, on dirait c'est comme... Ça prenait quelque chose de physique, on dirait, pour me faire réaliser ça aussi. Puis c'est comme... ma copine a vraiment été là beaucoup pour moi dans ça aussi. Puis ça a été un peu aussi une question de genre... Je veux pas que ma copine devienne ma psy en tant que telle. Genre, je veux que comme... Pas mettre ce burden sur elle. Puis genre, je veux me rendre meilleur. Puis tu sais, comme... J'ai déjà fait comme des cheminements de comme acheter des livres un peu sur ça, mais ça prenait quelque chose de plus. J'étais vraiment rendu à la limite de comme ça marchait plus du tout. Puis je pense la psy, justement, pour revenir à ce qu'on parlait avant, c'est que ça m'a beaucoup aidé pour même si on parlait beaucoup de doctorat, tout ça, le stress que je ressentais, tout ça, la situation toxique du doctorat, même de tout ça, en fait, ça m'a fait... Même si on parlait pas tant que ça de sport, ça m'a fait réaliser que comme vu qu'il y a tellement un gros parallèle selon moi entre le sport de haut niveau puis l'académie, que genre... La relation avec la performance. C'est ça, j'étais pas satisfait d'où j'étais, puis en tant que tel, c'était ça mon plus jeune, je voulais être à ce niveau-là, l'académie, c'était comme waouh, c'est super, je suis au doctorat, comme mais pourquoi je suis pas satisfait de ça? C'est pourquoi c'est un peu la même chose qu'après chaque article que je publiais, j'étais jamais satisfait. Comme je n'étais pas satisfait après chaque triathlon ou course d'ultra que je faisais. Parce qu'on dirait c'est comme... Je me suis jamais permis d'être satisfait de moi-même. Parce que dans ma tête, je voyais ça comme une drive qui me permet de me pousser encore plus. Mais après un certain temps, si tu n'es jamais satisfait de toi-même, tu vas tout le temps te pousser plus. Tu vas jamais être content. Puis la fin de la vie, c'est que tu vas être content en tant que tel, si tu veux être satisfait de toi-même. Fait que c'est là, à partir de ça, qui est comme dans le fond, dans la dernière année... je pense que c'est en automne dernier, dans le fond, que là, j'ai comme pu réaliser que je peux... Là, j'ai commencé à être content de, le fond, de ma performance, mettons, au Canada-Men, puis à UTHC, puis toutes les autres choses aussi que j'ai faites, puis même, justement, les triathlons qui n'ont pas bien été, puis... Fait que là, je pense, justement, tout ça, ça m'a un peu changé un peu ma perspective, puis que
pour ça que je voyais la course que comme, peu importe, faut que tu sois quand même satisfait de ça, peu importe ta performance. T'as pensé à ça dans ta course de la fin de semaine dernière? Pas pendant, tu sais, j'aurais ça, tu sais, dire que oui, là, bon, j'étais quand même... Je pense que ma philosophie était quand même meilleure. Je pense que j'étais plus positif que j'aurais été avant le déclic que j'ai eu, mettons, en automne dernier. Okay. Ça aurait été vraiment pire, je pense. J'aurais été vraiment difficile sur moi-même. Puis j'aurais plus pensé à abandonner en tant que tel. Ouais. Là, dans ma tête, c'est pas du tout une option, genre. Tu voulais-tu abandonner parce que tu voulais pas être déçu du résultat, fait que t'aimais mieux pas avoir de résultat, genre, sur la course? Tu sais, mettons, quand tu penses au DNF, mettons. C'est ça, ou c'est... Ouais, des fois, c'était peut-être ça, ou c'est plus dans le fond que comme... C'est l'option facile, dans le fond. Comme tu peux... Ça va tellement mal, ou c'est plus que comme... Tu sais, j'allais là pour... Mon but, c'est genre de comparer à l'élite. Puis maintenant, ces temps-ci, Black Canyon, la course que j'ai faite, c'est rendu une des courses les plus compétitives sur les 100 kilos. Puis en tout cas, une des plus compétitives aux États-Unis. Fait que le calibre est extrêmement élevé. C'est justement pour ça que je l'avais choisi, pour voir à quel point je peux me comparer à eux. Fait que là, vu que comme je peux plus faire ça, rendu là, j'étais comme rendu tellement loin en arrière, je me disais comme... Il y a une petite partie de moi qui me disait ça sert à rien. Mais c'est peut-être une petite voix. La voix était vraiment petite, tu sais. De façon générale, ça n'a quasiment jamais été une option d'abandonner. Là. C'était comme, faut que je le finisse. Tantôt, tu me parlais de la course puis tu m'as parlé de tes parents qui sont venus. C'est quoi la relation de tes parents dans ta performance? Parce que tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça. Malgré le fait que tu es parti en van life un petit peu dans le milieu des années 2010, là, c'est quelle place ils ont occupé? Ils sont venus avec toi faire la course? Là? Comment ils voient ça, eux autres, quand ils te voient te pousser à bout comme ça, tu penses? Mais tu sais, eux, ils ont tout le temps été comme là pour me supporter, mais ils m'ont jamais poussé justement à... Pas dans le sens, je disais, ils m'ont tout le temps poussé, mais dans le sens, ils n'ont jamais été me pousser à faire plus. C'est comme, il veut juste que je sois heureux, puis que, il voit que j'aime le sport, fait qu'il va être là pour ces événements-là. Tu sais, comme, des fois, on allait faire 17 heures de route pour aller à Chattanooga, au Tennessee, pour faire un Ironman ou un demi-Ironman. Tu sais, c'est quand même, c'est des gros investissements de temps, puis tout ça. Tu sais, ils aiment ça de me voir. C'est aussi une raison aussi pourquoi comme j'étais comme ils sont venus pour ça, je veux finir aussi en tant que tel. Il y a une partie de ça aussi également, tu sais. Mais je pense que c'est comme tu veux jamais voir ton enfant en train de souffrir autant, tu sais, c'est comme puis c'est puis rendu là, je pense que déjà il me voyait à différents aid stations, puis à 50 kilos, j'étais de loin la personne qui avait l'air de souffrir le plus parce qu'en tant que tel, c'est le monde qui était là, c'est du monde. On était quand même, mettons, dans les 40, 50 premiers. Fait que, mais rendu là, à ce temps-là, ça allait vraiment pas du tout. Fait que, ils voyaient que ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Je mettais du Voltaren sur mes jambes, j'ai pris Tylenol, Advil, tout ça. C'est clairement pas une bonne journée. Fait que était comme... Pour eux, c'est difficile de voir, mettons, leur enfant, comme autant en souffrance que ça. Puis aussi, surtout quand c'est revu après à 80 kilos, que là, il y avait peur pour ma santé en tant que telle. Puis, tu sais, qu'aussi, 2 semaines avant, j'avais le COVID. Ils ne voulaient pas non plus que j'aggrave ma santé en tant que telle. Puis, tu sais, qui était comme, tu peux pas continuer, surtout l'enjeu de continuer dans le canyon sans lumière. Eux, ils étaient comme, c'est pas possible. Mais dans ma tête, puis aussi, t'es pas là à 100% après 80 km de course aussi. C'est comme, c'est pas une possibilité. Pour moi, c'était pas une possibilité. Fait comme, j'étais prêt à... des fois, t'es tellement drivé que t'es prêt à... Peu importe ce qui va arriver, je serais prêt à quasiment te casser une jambe. Peu importe, genre, je vais me perdre dans le canyon, même si j'ai pas de lumière, mais je veux continuer en tant que tel. Fait que même s'il allait me dire, genre, continue pas, c'est pas safe pour ta santé. C'était pas la limite que toi, tu t'étais donné. Ouais, c'est ça, tu veux tout le temps faire plus. Fait que pour eux, c'était comme... Il y avait quand même un gros... Pour eux, c'était difficile de me voir partir de 80 à 100 kilos parce qu'ils savaient que c'était pas la décision smart pour ma santé, pour ma sécurité aussi également. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas raisonner un peu avec moi. Je suis quand même quelqu'un de très têtu, là. Fait comme quand j'ai une idée dans la tête. Puis est-ce que tu penses que eux ils savent ça, un peu l'espèce de côté pervers que tu te donnais des objectifs qui étaient genre impossible, faire, mettons, en bas de 7 heures sur l'UTHC de 80 kilos. Est-ce que ça, c'est des choses que tu discutes avec eux ou qui t'appartiennent juste à toi puis peut-être à ta blonde, je sais pas? Ouais, non, c'est pas quelque chose... Mais tu sais, ils savent que j'ai une grosse drive puis que je suis dur sur moi-même.
Mais je pense que c'est pas quelque chose que je parle beaucoup avec des gens. Puis même avec ma blonde, je pense une fois on en a parlé un petit peu, puis aussi ça m'a aidé justement à réfléchir sur ça comme peut-être c'est pas normal d'être autant négatif durant une course que de l'extérieur ça va super bien aussi. Puis c'est comme une fois elle m'a vu justement à l'Ironman Lac-Placide de l'an passé qui est comme selon moi aussi peut-être mon meilleur Ironman que j'ai fait. En tout cas, mon meilleur Ironman, peut-être à part le Canada Man, mais de la Brun Ironman, parce que c'était mon meilleur Ironman. Puis tu sais, il restait 5 kilos, ça allait vraiment bien, mais je me tapais d'en face pour comme continuer à avoir cette énergie-là pour me pousser. C'était comme ça a fait un peu un choc comme de me voir autant d'avoir cette comme pas agressivité-là, mais genre cette drive-là autant intense qui est comme bizarre un peu de voir chez quelqu'un. Genre. Fait que ça a comme le surpris un petit peu. Là, genre. Puis là, qu'est-ce que tu as mis en place, mettons, pour essayer d'être un peu plus positif, un peu plus... c'est quoi les outils que tu utilises, là, mettons, dans ta course? T'as sans doute, tu t'as dit la petite voix là, qui disait que tu n'étais pas content de toi-même, mettons, dans la course du canyon. Elle était plus petite. C'est quoi les choses que tu penses peut-être de mettre en place pour que ce soit plus le fun là, pendant que tu es dedans? Ouais. Puis malgré ça, tu vas probablement continuer à performer là, parce que... Mais je pense que c'est ça. C'est comme souvent, j'essaie de me donner des objectifs A, B, C, D, mettons. Puis, tu sais, l'objectif, mettons en fin de semaine, l'objectif A, c'est comme un objectif qui est quasiment irréaliste. C'est comme que, même je veux pas en parler à personne en tant que tel. C'est comme... Mais que dans ma tête, qui est là, parce que c'est ça qui va me driver à me pousser encore plus. Fait que, l'objectif A, c'est de faire vraiment un bon résultat, un full bon temps. Après, il y avait B qui est comme un temps plus raisonnable, une position plus raisonnable. Puis il y avait C, D, blablabla. À la fin, il y avait cet objectif. Je sais pas c'est quelle lettre, mettons, c'est D ou E. C'est de le finir en tant que tel. Fait comme... Puis d'accorder une importance à oui, j'ai pas réussi l'objectif A, mais j'ai quand même réussi un des objectifs que je me suis fixé. Exact. Puis d'être content de ça, tu sais. Parce que ça sert à rien de te fixer plein d'objectifs. Oui, t'en réussis quelques-uns, mais tu dis mais c'est pas mon objectif A, ça sert à rien. C'est ça. Il faut quand même être... Si t'es déjà fixé d'avance, c'est quoi cet objectif-là? Tu devrais être content. Tu sais qu'il y a une course à mener, tu vas avoir ta journée. Tu sais, comme il y a certaines journées où tu peux atteindre ton objectif A. Ouais. Mais tu sais, c'est pas toutes les... Ça peut pas tout le temps être une course parfaite. Puis après, ça prend un temps de réaliser que justement, c'est comme pas ton... Je sais que je suis pas quelqu'un... C'est pas 11 heures pour faire 100 kilos, c'est pas mon niveau de performance. C'est comme... C'est ça que j'ai fait en tant que tel, mais ça veut pas dire que je pourrais pas refaire ça 2 mois plus tard puis pas faire 3 heures de moins. En tant que ça change pas ton identité. Là. T'es quand même... t'es dans le sens que quand tu fais une mauvaise performance, t'es pas devenu un mauvais tout gars. D'un coup, je suis pas rendu quelqu'un qui va devoir marcher 8 heures de temps dans chaque course qu'il va faire. Mais faut faire cet effort-là pour réaliser ça parce que c'est pas facile quand même. Puis c'est ça que quand j'ai répondu un peu à tes questions un peu avant le podcast, puis je parlais que dans le fond, j'associais mon identité à ma performance en tant que telle. Puis c'est ça aussi que j'ai réalisé aussi avec ma psy, dans le fond. Puis c'est la même chose autant les performances athlétiques que l'académie, comme le doctorat, tout ça. Fait que j'ai associé ça que comme je suis un athlète. Fait que si je fais une performance qui n'est pas bonne, fait que je suis un mauvais athlète. Ouais. Puis ça reste que comme t'es d'autres choses dans la vie, t'es une personne, t'as des amis, t'as une copine. Il y a d'autres choses dans la vie que ça. Puis ça m'a pris beaucoup de temps justement à réaliser ça, que comme il n'y a pas juste le sport puis l'académie dans la vie ou la job. Il y a plein d'autres choses. Puis comme il y a des choses qui existent en dehors de la performance qui sont le fun. Qui sont le fun aussi. Puis justement, que aussi, j'ai réalisé que comme, possiblement, peut-être c'est ma dernière année, mettons, de sport au niveau de performance, ou surtout peut-être dans le monde Ironman. Fait qu'il faut que j'en profite à 100%. Puis si je suis pas capable de au moins enjoy ma dernière année de course, c'est comme, ça serait un gâchis, tu sais. Puis c'est un peu la même chose, même pendant l'Ironman de Lac-Placide, qui, comme on disait, ça a été une de mes meilleures courses. Pendant la course, ça allait vraiment pas bien en vélo, comme ça allait vraiment, vraiment pas bien. Puis je pensais lâcher. Puis j'étais comme, j'arrête ça. Tout de suite, l'Ironman, ça sert à rien. Là, je me faisais dépasser par du monde. Puis en fin de compte, c'est comme à partir de comme 130 kilos, ça recommençait à vraiment aller mieux. Puis là, j'ai eu la meilleure course, une vraiment bonne course. Fait que c'est comme, tu peux pas accorder trop d'importance au feeling du moment présent. C'est pour ça que aussi,
c'est bon qu'on a eu quand même ce podcast-là, genre 72 heures au moins après ma course, parce que si on l'avait eu le lendemain, ça aurait été un peu lourd comme podcast. J'aurais été comme, c'est fini le sport, c'est fini tout ça. C'est comme, là, j'ai eu le temps de comme, bien réfléchir. Fait qu'il faut pas accorder trop d'importance à... Mais c'est parce que, tu sais, la question, c'est l'athlète, est-ce que c'est la personne qui prend part à la compétition ou l'athlète, c'est la personne qui va courir à tous les jours, peu importe s'il y a une compétition ou non, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai tout le temps, bien que j'accorde beaucoup d'importance à la performance, j'ai tout le temps, je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'autres compétiteurs que je vois. Tu sais, mettons un bon exemple, c'est mettons Lionel Sanders, que lui, je vois, il est vraiment drivé par la performance, par les résultats, tout ça. Moi, j'ai tout le temps réalisé, surtout depuis, mettons, les derniers, mettons, depuis 2020, que peu importe s'il y avait des compétitions ou pas, j'aimerais autant ça faire du sport. Puis c'est justement depuis ce temps-là que j'ai fait vraiment beaucoup de courses en trail, beaucoup de gravel bike. Puis c'est ça que j'ai réalisé, c'est ça que j'aime faire dans le fond. Là. Puis pour ça, des fois, j'ai peut-être pas la préparation comme idéale pour mes Ironman. C'est comme, au lieu de faire un 6 heures sur mon vélo de TT, je vais plus faire une méga long ride de gravel, qui n'est pas justement spécifique. Si spécifique, pas sur ma position de triathlon. Ou des fois, je vais faire, mettons, mes long runs en trail plutôt que, mettons, sur l'asphalte. Mais c'est ça qui me motive, c'est ça que j'aime faire. Fait que ça me fait réaliser que, tu sais, comme, pour moi, le drive, j'aime m'entraîner, tu sais. Fait que peu importe c'est les compétitions, c'est ça que je suis content. Puis, c'est ce qui fait que tu as duré dans le temps aussi, là. C'est ça, parce que je pense que c'est ça qui est important de vraiment aimer ça. Puis, c'est pour ça que, comme ces dernières années, c'est drôle parce que des fois, comme quand je parle à du monde, si je parle à des triathlètes, ils pensent que je fais plus de triathlon puis je suis rendu un ultra-runner, mais les ultra-runners ils sont comme ces triathlètes. J'ai comme plus... Je peux tout faire, les boys, là. Je suis un peu perdu, dans le fond, dans tout ça, mais tu sais, je fais ce que j'aime faire, puis je pense que c'est ça, là, vraiment l'important. Puis comme... Si j'appelle ça un peu mon alternative calendar, de comme, si je veux faire 30% de mon schedule de courses, c'est des courses de trail, puis un autre 10%, mettons, je veux faire des courses de gravel. Ça va être ça, puis le reste, ça va être des Ironman. Ou peut-être ça va être l'inverse. Ça va peut-être changer d'année en année. Fait que des fois, je me vois plus comme, mettons, un athlète d'endurance. Qui peut explorer. C'est ça. Puis tu sais, comme en fin de semaine, il y avait Ito Jackson, qui était une des meilleures triathlètes Ironman. Là, depuis les 2 dernières années environ, elle se concentre sur le trail running, mais aussi elle fait du gravel bike. Fait elle combine vraiment les deux, puis elle performe vraiment bien dans ces deux sports-là. Fait que tu vois que maintenant, c'est possible de faire tout ce que tu veux. Puis même dans le monde de l'Ironman, avant, j'aurais jamais pensé faire les Canada-Men parce que c'est comme, ça ne fit pas dans le schedule Ironman. C'est pas, il n'y a pas de prize money en tant que tel, mais j'étais comme, je veux faire ça parce que c'est dans ma bucket list, une course incroyable. Tu mixes un parcours de vélo vraiment difficile, de la trail running, que c'est genre ma passion aussi. Fait que j'étais comme, je veux faire ça. C'est comme, il n'y a plus genre de... Même si ça ne fit pas dans le calendrier Ironman, même si je fais pas des points pour une certaine qualification, ou ça me permet pas de me qualifier, mettons, pour Kona, des choses comme ça, si ça me tente, je vais le faire un peu. C'est pour ça que j'ai décidé de faire Black Canyon en février, parce que je me suis dit, c'est le moment où jamais, tu sais, là, je suis quand même... En fait, techniquement, quand j'ai pris la décision de m'inscrire, j'étais comme dans une bonne shape, puis j'étais comme, OK, je suis dans... Peut-être que je vais jamais, dans ma vie, avoir l'occasion de m'entraîner presque à temps plein, d'être autant focus là-dessus. Si j'attends peut-être à l'automne pour faire mon ultra, peut-être j'aurai pas l'occasion. Ou si j'attends à l'année d'après, peut-être ça sera pas l'occasion. Fait que même si ça fait peut-être pas le best dans un calendrier d'Ironman, j'étais comme, je vais le faire parce que ça me tente, tu sais. Tantôt, tu parlais de calendrier alternatif, puis ça m'a fait penser au calendrier alternatif de EF Education. Fait que tu m'avais répondu ça aussi, que tu parlais de... Je ne me rappelle jamais comment prononcer son nom, mais... Lachlan Morton. Lachlan Morton, tu sais, qui est vraiment un cycliste. Bon, ben premièrement, tu sais, c'est sûr que le commanditaire Rafa lui permet de créer du contenu absolument incroyable et délectable. S'il y a bien un brand qui crée du contenu inspirationnel, ça coche, c'est Rafa. Mais tu sais, quand on pense à Lachlan Morton, lui, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a fait... tu sais, lui, t'as inspiré dans ton calendrier alternatif, pour ceux qui ne le connaissent pas. Là, tu sais, c'est un gars qui fait, mettons, qui va partir... Je sais pas si t'as écouté son vidéo quand il fait je pense qu'il fait les étapes du Tour de France, là, puis que finalement, il finit en sandales parce que, genre, il a mal au genou. Il a mal au genou, puis finalement,
tout est pété, genre dans son bike fit. C'est ridicule. Là. C'est tellement une bonne vidéo, ça. Ouais, son crank aussi, il fait un bruit énorme. Là. T'es comme, comment tu peux continuer avec ça? Là? Fait que lui, t'as inspiré par son calendrier alternatif. Tu m'avais dit que c'était une des personnes qui t'a... Ouais, mais en fait, c'est pour ça aussi, même, je donne ce nom-là aussi. Puis, tu sais, des fois aussi, comme quand j'approche des commanditaires, j'utilise un peu ce modèle-là qui est comme, oui, je suis un triathlète. Tu sais, je me dis, mettons, je me considère peut-être à 70% de triathlète. Mettons, mais ça peut varier un peu. Mais il y a peut-être un 20%, je fais le trail running, puis un 10% gravel. Tu sais, fait que c'est comme ça que j'approche ça. Puis je vois que j'ai un calendrier qui n'est pas standard pour un triathlète normal. Ma préparation n'est pas standard, mais c'est ça que je fais. Puis en tant que tel. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi maintenant avec les compagnies, justement, comme Rafa. Probablement que Lachlan Martin, il vend beaucoup plus d'équipements que n'importe quelle autre équipe 100%, dans EF Education. 100%. Parce que moi, je pense à ton brand. Quand tu disais ça, je pense au brand Antoine Jonquière Desroches. Dans le sens que je me dis, ton brand à toi, il est multiple. Tes identités, ils sont multiples. T'as plein de choses qui te rendent genre unique, dans le sens que, le côté vegan, le côté éthique, le côté environnemental, les gens pensent que t'es vegan pour la performance. Finalement, c'est pas du tout ça qui domine. Dans le sens que c'est effectivement, ce gars-là, pourquoi les gens veulent consommer son contenu, puis probablement c'est le meilleur ambassadeur, c'est qu'il est différent. C'est ça, puis peu importe, c'est ce que j'aime faire. C'est ça, puis... tu peux pas le changer. Même si tu voudrais avoir des commandites pour faire des 400 mètres sur la track, c'est pas ça que tu fais. Chers auditeurs, c'est ce qui complète la première partie de l'entrevue avec Antoine. Avant d'aller plus loin, avant de vous présenter la deuxième moitié de l'entrevue, je tiens à vous rappeler que la meilleure manière de faire partie de la famille Physio-Vélo, c'est en vous abonnant à notre infolette. Dans la grande famille Physio-Vélo, on est déjà plus de 3000 abonnés à l'infolette, des gens avec qui je communique à tous les 2 semaines, les exclusivités, des promos, du contenu exclusif qui se retrouve nulle part ailleurs, c'est dans l'infolette Physio-Vélo. Alors, n'attendez pas, abonnez-vous pendant que vous écoutez le balado en vidéo ou en audio. Prenez une petite pause, abonnez-vous à l'infolette, ça prend quelques instants et on va pouvoir entrer en contact aux 2 semaines ensemble avec du contenu exclusif. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute de la deuxième partie de l'entrevue. Moi, j'écoutais Casey Neistat en 2015 quand il a fait une vidéo par jour pendant genre... Ah ouais, moi aussi, je suis vraiment dans... Tu sais, moi, je veux dire, ce gars-là, il m'a inspiré fois 1000, là, tu sais, comme dans son intensité, puis dans le storytelling, puis genre, tu sais, il est tout seul, là, puis il raconte des histoires à tous les jours, c'était fou. Là, des fois, je l'écoute maintenant qu'il va dans des podcasts, quand il reparle de cette période-là, il était comme... Ça devait être intense, C'était tellement ridicule, genre, comment que c'était pas sain, là, tu sais, comme... Mais quand même, des fois, je regardais pour le fun, mais mes anciens, quand je fais mes petits genre vlogs, je voyage pour une course, c'était tellement copié, genre. Oui, la musique. Moi aussi, c'était la même chose. Surtout quand tu voyages pour une course, tu filmes les avions, puis lui, il était tout le temps en train de voyager. Ouais, aussi, exact. Ah non, c'est sûr, ce gars-là. C'était plus inspiré, là. C'était genre. C'est ça, tu fais du. Mais c'est correct parce que c'est de même que tu apprends. Dans le sens que moi, je me rappelle, la première vidéo que j'ai faite, j'ai appelé ça Vlog 01, puis je m'en allais à la clinique en marchant, puis je parlais avec. Tu sais, j'avais acheté le même esti de tripod, genre que tu pouvais moduler. C'était pareil. Tu sais, genre, la cam que j'ai achetée, c'était une Canon 70D, c'était la même. Ah ouais, exactement. Puis là, c'était genre 100$, j'étais comme, oh mon Dieu. Moi, dans le temps, c'était beaucoup, justement, mais Casey Neistat, Gary Vaynerchuk aussi, qui est très intense aussi avec ses vidéos. Là, mais ça, dans le temps, j'étais beaucoup dans justement le grind de genre essayer de rendre le triathlète professionnel une business un peu. Ouais. Qu'on dirait que j'ai comme lâché un peu ce grind-là, un peu, genre. Ouais. Mais c'était vraiment, j'étais comme beaucoup, justement, à faire des podcasts, faire du contenu vidéo, des affaires de même. Puis beaucoup plus intense aussi côté Instagram. Ouais. Qui, tu réalises, des fois, ça te gruge du... Ouais, moi aussi, je suis rendu à un point où, ben, c'est ça, avec la famille, puis tout, je veux pas passer mon temps sur mon cell. Puis l'affaire, c'est que quand tu choisis de faire une plateforme, tu sais, ça peut être long, là, faire une plateforme. Puis le problème, c'est que quand tu fais juste une plateforme, mettons Instagram, mettons, tu dis, OK, je vais tout raconter là-dessus. Le problème, c'est que tu n'es pas en train de nourrir les autres endroits où que les gens ils vont consommer ton contenu. Ouais. Puis l'ultime enjeu, c'est que tu n'as pas le contrôle sur la diffusion de ton contenu, tu sais, parce que dans le sens que tu es dépendant des algorithmes. C'est ça, ouais. Fait que là, tu sais, on a mis des choses en place il y a 2 ans, mettons la newsletter. Tu sais, on a 2500 abonnés, mais eux, quand je leur envoie une newsletter, je veux dire, ils la reçoivent puis ils l'ouvrent, là, tu sais.
Fait que c'est moi qui distribue c'est moi qui contrôle la distribution. Fait que là, tu sais, on est beaucoup là-dedans. Le podcast, c'est un peu la même chose, tu sais, dans le sens que les clips sont sur Instagram, mais tu sais, la diffusion, tu sais, comme quand on parle de Apple Podcast ou Spotify, c'est quand même assez... tu sais, c'est différent comme... tu sais, si tu t'es abonné, je vais arriver dans ton feed. Je suis pas dépendant de ce que l'algorithme a fait, puis si tu as checké une vidéo de chat, puis qu'il a décidé non, que... c'est ça. Tu sais, comme même dans le temps, comme Facebook Business, tu faisais un post, tout le monde allait le voir, genre. Exact. Maintenant, c'est comme personne ne le voit, à moins exact. que tu le sponsorises, tu sais. Puis tu vois, c'est un peu la raison pour laquelle... je sais pas si on va pouvoir regarder ça dans le podcast, mais je pense que au pire, je le mettrai à la fin, en genre bonus. Mais c'est un peu la raison pour laquelle le podcast, je pense que ça tu sais, à ce moment-ci, dans cette espèce de fouillis-là du web, de cette espèce de... Comment on dit ça? Pas de drogue là, fluorescente, mais tu sais, là, je me suis dit, OK, le podcast, c'est un bon moment parce que là, je pense que les gens sont saturés de vidéos courtes, puis sont saturés de se faire bombarder de n'importe quoi. Genre. De des Reels ou des TikTok. C'est ça. Fait que, tu sais, puis moi, c'est sûr, j'ai suivi toujours un peu comme on disait avec Casey, tu sais, j'ai suivi qu'est-ce que moi je consommais, puis là, maintenant que je consomme plus des trucs audio, je me sens moins bombardé, puis j'ai moins le goût de consommer, genre, des vidéos court pendant 20 minutes où genre, je finis ça puis je suis comme my god, qu'est-ce qui vient de se passer? Ou de scroller c'est ça. Là, Puis même des fois, parce que c'est bizarre parce que justement à cause de la sortie du livre, j'étais comme faut que je me crée un site web. Dans le temps, j'avais justement un peu même avant le podcast, justement, j'avais un site web qui s'appelait le je sais pas comment ça s'appelle, le blog du triathlète dans le fond. C'est ça qu'après j'ai fait Puis j'écrivais tout le temps des race reports là-dessus, puis j'étais comme c'est là que j'ai eu la réflexion que sûrement ça va revenir à la mode des blogs. C'est comme un peu comme avant on se disait pourquoi faire un podcast, c'est comme du contenu long, personne n'a le temps de faire ça. Ouais. Maintenant, je pense qu'il va peut-être aussi avoir un shift de comme un peu comme le shift de genre avoir les vinyles, tu sais, c'est comme tout revient un peu à c'est un balancier, tu sais, dans le sens que t'as raison, tu sais, le vinyle, c'est juste que tu dis OK, là je prends le temps, puis genre ce que je fais c'est que j'abandonne mon tu sais, genre, je vais pas changer. Tu sais, maintenant, tu sais, quand ils parlent des stats, que, mettons, les gens, ils passent, je sais pas moi, 1 journée et demie par année à choisir qu'est-ce qu'ils vont regarder sur Netflix, tu sais. C'est fou, là. Tu sais, comme trop de choix, c'est pas mieux, mais là. Non, c'est ça, Tu sais, maintenant, fait que c'était bien intéressant. Antoine, on parlait de nos... Lorsqu'on parle de commanditaires, de nouveaux modèles de triathlètes, d'athlètes d'endurance qui se font commanditer, on pensait à Edward Jackson, on pensait à Lockton Morton. Quand on pense aux commanditaires, on pense à eux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est quand tu penses à, mettons, Scott Jurek, puis tous ces athlètes-là qui ont persisté puis qui ont, je sais pas, 10, 15, 20 ans de plus que toi, c'est qui les modèles qui t'ont inspiré? Parce que, tu sais, ces gens-là, ils font encore de la performance, tu sais, passer la quarantaine, des fois passer même si on repense à notre ami là, qui vient de faire 450 miles au backyard. Au backyard, là, tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu... Quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu vois chez eux qui fait que tu te dis que tu vas pouvoir continuer à faire du sport d'endurance longtemps? Mais comme ça, un autre modèle que j'ai, c'est comme... quand j'ai plus jeune, surtout, c'est comme Anton Krupika. Ouais. Tu sais, lui, c'est un gars qui est comme... Mais vous avez pas tant de différence d'âge, là. Vous savez, comme... Je sais pas il y a quel âge, 7, il est pas ans si plus que toi, vieux là, que ça, tu sais, en tant que tel. Mais c'est que lui, il a performé extrêmement jeune. Ben oui, c'est la première fois qu'il a gagné, là. Il a peut-être gagné Leadville. Il avait 21-22, genre. Ouais, peut-être... même, je sais même pas s'il avait 19 ou en tout cas... S'il y avait 20, il était très jeune dans la vingtaine. Ouais. T'sais, il partait de nulle part. Personne connaissait c'était qui. C'est juste quelqu'un qui est comme... Un peu que... Pourquoi je relate un peu, c'est parce que comme un peu quand il parle de... C'était pas quelqu'un qui était bon en sport. Comme en cross-country, il était vraiment pas bon. Mais il a juste réalisé qu'il était bon quand c'était long, genre. Fait qu'un peu, je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans ça que j'ai relate. Là, parce que moi aussi, comme mettons, quand j'étais au primaire, je faisais pas l'équipe de cross-country, je me qualifiais pas, tu sais. Mais j'ai juste réalisé que comme plus c'est long, plus je peux toffer genre la souffrance un peu en tant que tel. Puis lui, maintenant, Anton Krupika, lui, c'était comme, il faisait des fois 200 000 kilos, mais 200 miles par semaine, des affaires de fou. Puis là, depuis une couple d'années, il est blessé, tout ça, mais il continue à faire du sport, il continue à... Maintenant, il fait beaucoup ce qu'il appelle du scrambling, qui est un peu un mix entre du trail running puis de l'escalade un peu, dans le fond. C'est comme... C'est juste assez pas à pic pour que ça soit considéré pas l'escalade. T'as pas besoin de t'attacher. Mais c'est trop à pic pour qu'on être considéré du hiking ou du trail running. Fait qu'il fait un mix de choses. Il fait aussi ce qu'il appelle un peu dans le fond... En plus, son principe, c'est juste de se rendre à une destination sans prendre
la voiture, mettons. Fait que des fois, il allait faire... il y a lui, puis aussi son ami qui est Joe Grant, qui, dans le fond, il allait faire... il se promène avec son vélo. Il laisse son vélo, puis il faisait toutes les 14ers au Colorado, dans le fond. C'est des grosses montagnes. Fait qu'il monte ça, il redescend, il reprend son vélo. Fait que c'est le genre de choses qui est comme... Peut-être beaucoup pour... Mettons, maintenant, dans le monde, la performance d'ultra running, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, Anton Krupika, il n'est plus un athlète de performance. » Mais il reste qu'il fait ça, il aime ça. Il continue un peu de vivre de ça, juste par l'amour du sport, l'amour de passer la journée dehors. Fait que c'est quand même une grosse inspiration pour moi aussi de comme... Il fait ce qu'il veut, ouais, un peu, genre, l'indépendance de ça. J'ai comme une question qui émerge là, avec cette discussion-là, puis ce qu'on vient d'avoir comme discussion, le fait, c'est que pourquoi tu penses, en rétrospective, tu sais, toi, tu es en train de transitionner de la performance à d'autres objectifs, mettons, de longévité dans le sport et tout. Qu'est-ce que tu penses? On va parler du livre aussi. Je pense que ça va faire le lien avec toutes les gens qui débutent, mettons, le triathlon, en parlant du livre tantôt. Mais pourquoi les gens sont si attirés par la performance? Tu sais, pourquoi c'est un élément central dans déterminer si tu vas faire du sport ou non? Ouais, dans le sens, pourquoi tu as besoin d'inscrire à une course? Pourquoi c'est le seul metric of performance? Pourquoi c'est le seul métrique qui compte, tu sais, dans le sens? Pourquoi tu as besoin d'inscrire une course pour commencer, tu sais? Ouais. Puis pourquoi, après ça, on est tout le temps inspiré par... Tu sais, toi, ton inspiration, maintenant, est drivée par ce gars-là qui mettons, il est peut-être en train de faire 200 miles de course à pied, puis nobody knows. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que ça a peut-être changé, justement, peut-être depuis le COVID. Tu sais, que comme... pendant un bout, il n'y avait plus de course du tout. Ouais. Puis là, il y a eu la nouvelle mode de faire des FKT, tu sais. Ouais. C'est fastest known time. Même moi, j'en ai fait j'ai fait un 50 kilos à Tremblant. Dans ton Je coin? pense que c'est la boucle du diable. OK. Puis c'est juste, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de course. Tu as le goût de faire des choses. Fait que tu trouves... Soit il y a ce qui est le fun avec, mettons, il y a vraiment un site, c'est comme fastest known time. Là, tu peux voir s'il y a des boucles dans ton coin qui sont le fun. Est-ce qu'il y a un temps que tu peux le faire? Mais peu importe si... moi, je coach des athlètes, il y a des gens qui disent... leur but, c'est pas de faire le fastest known time parce que c'est des temps qui sont vraiment vite, mais je veux juste faire cette boucle-là parce que est connue. Il y a quand même un temps de comparaison aussi. Puis il y a d'autres mondes qui l'ont fait. Mais tu peux le faire aussi par toi-même. Même une fois, pendant le COVID, j'avais fait un swim run juste par moi-même. Ouais? C'est comme c'est tout le temps un objectif, quelque chose que je voulais faire dans ma bucket list. Comment ça se passe, les swim runs? Je suis trop curieux, j'aimerais ça essayer ça. Mais dans le fond, moi, en fait, mes parents, ils viennent déménager, mais avant, on était à Saint-Anne-des-Lacs. Fait que, tu sais, comme le nom, il dit, il y a vraiment beaucoup de lacs dans ce coin-là, puis il y a une forêt aussi. Fait que je suis parti, on habitait sur le bord d'un lac, puis je suis juste parti en tri-suit avec un pull, des souliers dans mes bas, dans mes pieds. Ouais. J'ai juste commencé à nager, je traversais le lac, là, j'ai couru dans la forêt. Puis je connaissais, ça fait extrêmement longtemps que j'habite dans ce coin-là, fait que je connais tous les lacs, tous les sentiers. Puis j'ai traversé une coupe de sentiers. Quand tu as fini de traverser un lac, tu cours, tu as les pieds mouillés, t'enlèves ton pull. Le pull, dans le fond, c'est juste parce que ça fait flotter tes pieds. Ça fait flotter, là, surtout parce que tu peux pas vraiment kicker avec tes shoes. Mais d'habitude, il y en a qui utilisent des paddles, des palettes. Ouais. Parce que tu as le droit à quasiment tout, en fait. Là, comme... Tant que t'es pas motorisé. Ouais, c'est ça. Je pense que t'aurais pas le droit des PAM, là, par contre. OK. Mais la plupart du monde ont un pull qui, même, ils mettent avec une élastique sur leurs jambes. Fait qu'elle reste tout le temps accrochée à leurs jambes. Puis même, il existe des wetsuits faits pour ça que tu peux quand même courir avec. Fait que j'avais juste fait ça pour le fun. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis c'est le genre de choses que j'aimerais ça faire plus tard. Ouais. S'il y en a qui sont... t'as le championnat du monde qui est le Otilo. Qui est comme... Ça a l'air vraiment incroyable. Tu nages dans la mer. Puis il fait froid aussi, des choses comme ça. Fait que... je sais même pas pourquoi on parle de ça. C'est parce que je me dis, je vais essayer ça un jour, fait que je t'ai coupé la parole. Ouais. Je t'ai demandé de me décrire ça. Mais non, on parlait plus de pourquoi la... Tu sais, quand t'as... Puis là, peut-être que je parle plus à ton côté coach, là, tu sais, quand t'as des athlètes, justement, qui sont très centrés sur la performance, qu'est-ce que tu fais quand ils sont déçus, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu leur dis? Tu sais, quand ils sont déçus de leur performance, là, puis que tu dois jouer le rôle du coach... Mais je pense que c'est tout le temps... C'est ça qui est tough, justement, parce que... Tu sais, moi, dans le temps, il y a un petit moment que je me coachais par moi-même. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai réalisé c'est quoi l'utilité d'avoir un coach, en fait. Puis, pour ça que je pense que le coach qui est là, c'est comme... Même si tu peux avoir toutes les connaissances possibles de physiologie ou de planification de l'entraînement, le coach est là pour relativiser, que ce soit pour l'entraînement de genre... Parce que quand tu es toi-même, tu veux tout le temps faire plus. Mm-hmm. Comme on parle, surtout les triathlètes, tout le monde
tout le monde est comme, on est axé vers la performance, tout le temps, on va faire plus. Fait qu'aussi, quand une course va pas bien, on est déçu par soi-même. Mais là, le coach est là un peu avoir un regard extérieur puis dire, t'as pas fait ce... Oui, c'était ton objectif, mais t'as quand même fait mieux que ce que t'as fait il y a 2 ans ou 3 ans. Tu sais, c'est comme... Parce que souvent, on a tendance à se faire des trop gros objectifs. Puis je pense que c'est ça l'important, justement, de réaliser que comme... De se comparer à soi-même aussi en tant que tel. Tu sais, de dire que comme... Peu importe ta position que t'as fait mieux que ce que t'as fait avant. Ou même si t'as pas fait mieux que ce que t'as fait l'année passée, exactement la même course, t'as sûrement eu plusieurs apprentissages qui sont très importants. Puis peut-être que c'est... Puis aussi de voir c'est quoi les raisons pourquoi ça m'a allaité. Puis peut-être que dans le fond, c'est juste une question de nutrition, une gestion d'effort qui a fait que la course à pied a moins bien été, mais ton vélo, tu t'es amélioré de genre 20%. Natation, tu t'es amélioré de 30%. Tu sais, de mettre le focus sur le positif, puis quand même considérer les choses à améliorer, mais tu sais, de parler de tout ça parce que même si une course a mal été, il y a toujours quelque chose qui a bien été en tant que tel dans ça, tu sais. Ouais. Parce qu'une course qui a mal été, ça veut dire quoi aussi? C'est relatif ça. Dans le sens que tu t'es présenté, tu as fait la race. Ça dépend, tu sais, c'est-tu juste le temps à la fin ou c'est genre l'expérience d'être avec tout le monde? Tu sais, comme toi, tu as rencontré un dude. C'est ça, tu as eu du fun. Tu as fait 50 km avec quelqu'un que tu pensais pas que tu allais faire 50 km avec. Là. C'est ça, tu apprends. Tu peux tout le temps quelque chose de positif à chercher. Puis ça, c'est drôle parce que c'est comme... Je me dis, je suis tellement meilleur comme coach que quand tu te parles à toi-même. Que je me parle pas moi-même. Je comme, si je pouvais avoir le même dialogue que j'ai avec les athlètes que j'ai avec moi-même, je serais tellement mieux, genre, tu sais. Mais c'est bizarre. En tout cas, tu sais que cette personne-là est disponible en général. Fait que ouais, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, depuis... Faut que tu channel ton Antoine coach. Ouais, c'est ça, ouais. Pour ça, comme là, récemment, j'ai décidé de revenir avec mon coach que j'avais avant. Ouais. Dans le fond, avant le COVID, dans le fond, parce que c'est comme... Je trouvais que ça aidait justement d'avoir ce regard-là extérieur, quelqu'un qui m'aide à juste mettre ça en perspective aussi en tant que tel. Puis des fois, il faut que je l'écoute un peu plus, mettons, genre. Ouais. C'est comme justement pour la course de Black Canyon, c'est comme... Lui, t'es extrêmement pas prêt pour ça. Faut que tu le considères juste comme un entraînement, mais ça reste que mon côté athlète, il a fait comme... Je veux performer, tu sais. Fait qu'un coach, je pense que c'est bon pour ça, justement, avoir un côté extérieur, puis faire réaliser les choses que tu as appris, le côté positif de chaque affaire. Puis des fois, ça peut être une affaire minime que genre... ça peut être juste... Tu as vraiment fait une bonne gestion de transition. Des fois, ça peut être... C'était meilleure transition. Meilleure transition à vie. Tu as réussi à tenir ta stratégie de nutrition, hydratation, des choses comme ça, tu sais. Puis de voir le côté positif là-dedans. Puis comment tu peux t'améliorer par ça, comment tu peux apprendre à ça. Puis c'est des fois aussi, comme en tant que coach, tu joues un peu un rôle de psychologue aussi. Tu sais, c'est comme tu deals avec le côté négatif de genre la déception aussi. Tu sais, des fois, le plus dur, c'est, je pense, avec des athlètes qui sont blessés depuis longtemps ou comme que quand ça va... c'est sûr que c'est souvent plus facile quand tout va bien, tu sais. Mais quand ça va moins bien, puis de leur montrer que... Ce qui est l'avantage, justement, du triathlon, c'est que quand tu es blessé dans un sport, tu peux quand même faire les autres, tu sais. Puis des fois, c'est là que les gens aussi réalisent d'autres... Ils découvrent d'autres passions. D'autres passions aussi. Tu sais, c'est comme... j'ai un athlète que ça fait longtemps qu'il est blessé au genou. Puis là, on s'est dit comme... Fait que ça fait très longtemps qu'il fait pas mal juste la natation puis du vélo. Puis là, on était comme... Il y a le goût de cette drive-là de quand même se tester, tu sais. Fait que ça revient un peu à notre question de pourquoi on veut faire les courses. Mais des fois, c'est juste se tester par soi-même puis avoir comme un objectif dans le temps. Fait que là, on a trouvé des courses en eau libre à faire. C'était comme ça un objectif que... Ça fait que quand c'est l'hiver, même si c'est dans 6 mois, tu as ta course, mais tu as quand même ça dans ta tête, puis tu sais que comme... Sinon, ça serait peut-être trop facile de justement pas faire ce training-là parce que tu dis, oh mais je bouge, mais tu sais, comme en ayant cet objectif-là à long terme, ça te force un peu à avoir une certaine rigueur dans ton entraînement, puis justement à faire aussi le genre de training que tu ferais pas si tu n'avais pas cet objectif-là. Puis c'est là un peu, j'ai réalisé justement que quand je me coachais par moi-même, tu as tendance souvent à faire le genre de training que tu aimes faire. Tu sais, c'est un peu normal, tu sais. Puis souvent, le genre de training que tu aimes faire, c'est parce que tu es bon là-dedans, mettons. Fait que moi, c'est surtout les long runs, les longs vélos, c'est ce que j'aime faire, ou même les longs tempos. Mais ce qui est ma faiblesse, c'est genre quand c'est vraiment intense, quand c'est vraiment dur. Mais vu que j'aime moins faire... Je suis moins bon là-dedans, j'aime moins faire ça, je le fais pas. Mais c'est souvent ça qui va être extrêmement bien plus
bénéfique. Fait des fois, d'avoir quelqu'un qui te pousse un peu à faire ça, puis en ayant une course, mais tu te dis, ben, j'ai un peu pas le choix de le faire. Puis après, tu réalises que c'est le fun, ce genre de training-là aussi, de temps en temps, parce que tu finis là, c'est comme extrêmement intense. T'es allé en dehors. T'es allé... Parce que c'est ça, quand tu fais quelque chose qui te plaît moins, des fois, juste le fait de l'avoir fait, c'est un peu là que tu transcendes ce que tu pensais que tu pouvais faire. Là. Puis aussi, c'est comme ça fait... Mettons, justement, c'est comme pendant un bout, pendant le COVID, début, je faisais tellement... J'accumulais souvent comme d'extrêmement long rides de vélo, genre des fois, souvent des 6 heures de vélo, tu sais. Mais après un certain temps, t'apprécies moins le fun de ça parce que c'est tout le temps ça que tu fais, tu sais. Ouais. Mais là, quand c'est un peu moins souvent que tu fais ça, ça devient plus genre une expérience, le fun, tu sais. Ouais, parce que là, il y a un aspect de nouveauté là, dans ce que tu dis. Là, moi tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait le triathlon, c'était quand j'ai nagé jusqu'à 15-16 ans, puis j'étais vraiment tanné de la routine de la natation qui était comme extrêmement... C'est toujours la même chose. Là. Je veux dire, tu regardes la ligne noire, c'est les mêmes gens souvent dans ton corridor, dans ton club. Ouais. Puis là, moi, le triathlon, j'étais comme, hey, je m'écœurerais pas de rien, tu sais, dans le sens que c'est tellement diversifié. Le maximum que je vais faire dans une semaine, c'est genre peut-être 3 trainings du même sport, au lieu de 8 fois nager, tu sais. Fait que toi, il y a ça aussi dans ton parcours, le fait de là, commencer à diversifier ton. Tu sais, explorer un 80 km de trail, explorer un 5 km de trail, c'est de la nouveauté. Là. Il y a comme un côté découverte. Là. Mais oui, c'est ça. Puis ça aussi, je trouvais ça le fun. C'est parce que je me suis dit, tu sais, mettons, novembre, décembre, des fois, c'est des mois de l'année qui sont tough à être motivé parce que, mettons, ton premier il est vraiment triathlon, loin, il est très long. Ouais, là. ouais. Là, en ayant un objectif dans le milieu de l'hiver, t'es comme, mais faut que je m'entraîne. Puis ça cherche quelque chose de le fun. Puis ça me permet de rendre l'entraînement plus cool. Puis tu vas chercher des zones que t'as pas faites. Puis justement, le fait de changer, de faire d'autres sports, c'est pour ça aussi que c'est comme vraiment important pour moi de le finir. Parce que je me dis, après ça, tu as un bagage d'expérience qui est incroyable. T'sais, quand j'avais fait mon premier 80, après, maintenant, dans chaque Ironman, je pense à ça parce que je me dis, j'ai juste 40 kilos à faire, j'ai fait le double, tu sais. Ouais. Puis avant, dans le temps, quand je faisais... En fait, j'ai jamais fait un vrai marathon, j'ai juste fait mes marathons dans les Ironman. Mais tu sais, mon premier Ironman que j'ai fait, quand je pensais à faire un marathon, j'étais comme, ça fait pas de sens, tu sais. Puis là, en touchant à d'autres choses... Est-ce que c'est de la perspective, tu dirais, que ça donne? T'sais, dans le sens que... La vraie question, tu sais, pourquoi qu'on s'entraîne, pourquoi qu'on pousse les limites, est-ce que tu penses que c'est pour donner de la perspective aux défis plus relatifs du quotidien? Tu sais, quand tu te pousses comme ça, tu te dis, c'est quoi le point? Dans le sens que ça peut pas être si difficile que ça. Si j'ai couru 100 km, j'ai marché toute la nuit, puis I'm here today. T'sais. Ouais, ça, mais des fois, j'écoutais sûrement justement des podcasts ou des vidéos, puis les gens, ils se demandent ça, puis pourquoi c'est devenu tant une mode maintenant, ces événements-là, comme même les affaires comme Spartan Race, Tough Mudder, des choses comme ça, c'est que on est tellement dans un quotidien qui est comme confortable. On a l'air climatisé, la température est tout le temps parfaite, tout est parfait, quasiment tout le temps assis, tout ça. Fait qu'on a besoin un peu de comme changer ça, changer notre quotidien, puis notre pousser à notre extrême. Puis ça qui fait réaliser que genre des choses qu'on considérait difficiles dans notre quotidien, ça devient extrêmement facile, tu sais. C'est comme parce que tu dis, tu peux tout le temps se mettre en perspective, j'ai réussi ça, tu sais. Ouais. Puis même si c'est pas quelque chose de sportif, tu sais, c'est comme un challenge, un stress, que ce soit, mettons, tu fais une présentation orale qui est stressante, mais comme tes expériences sportives vont t'aider là-dedans. Tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont été dans le sport professionnel ou élite, qui vont bien faire dans d'autres sphères parce que je pense que le sport, c'est comme une très bonne école. Tu sais, ça t'enseigne à avoir une certaine rigueur, ça t'enseigne à gérer le stress, plein de choses. Fait que il y a beaucoup de... Tu développes ta relation avec toi-même dans l'adversité. Là. Puis c'est comme, il y a beaucoup d'athlètes professionnels ou élites qui vont devenir entrepreneurs, tu sais, comme, ou dans le milieu de l'académie, tu sais, c'est comme... Il y a vraiment beaucoup... T'apprends vraiment beaucoup, puis il y a beaucoup de liens qui vont t'aider pour plein de choses dans ta vie. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment une belle expérience de faire du sport puis te pousser tout le temps. Là. Incroyable réponse. C'est bon. Je m'attendais pas à une aussi bonne... C'est une réflexion, je pense, qu'on se fait tout le temps. Moi, tu sais, puis je m'attendais pas à ce qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui plus philosophique, disons, sur le sens de tout ça. Mais le point, c'est que dans le sport, je pense que c'est la découverte de soi, que ce soit les limites, que ce soit
tu forges ton identité Ouais. dans... Puis tu sais, là, on a tout le temps pensé... Parce que moi, la façon que je vois ça, c'est comme... Ce qui m'intéresse, c'est comme l'endurance en tant que telle. Ouais. Mais ça peut être aussi autant dans l'autre côté, la limite de la performance en termes de faire un effort. Quelqu'un, ça pourrait être... Moi, je veux améliorer mon temps aux 3000 mètres de course à pied. Tu sais, il y a l'autre extrême qui est aussi... Tu pousses tes autres limites, mais d'un point de vue de douleur que tu es capable d'accepter pour une courte période de temps. Tu sais, c'est autant des limites des deux sens. Puis souvent, souvent aussi dans le monde, mettons, de l'ultra running, on va accorder beaucoup plus d'importance, mettons, aux performances extrêmement longues parce que ça paraît plus impressionnant. C'est plus quelque chose comme wow. Inatteignable, on dirait. Inatteignable. Mais, tu sais, mettons, en ultra, j'ai un ami, Rémi Leroux, que lui, il performe vraiment bien dans les... qu'il appelle un vertical kilometer. Oui. Qui est extrêmement difficile. Moi, j'haïrais faire ça, mettons. Mais parce que c'est ça qu'on va faire l'année prochaine. Ouais, c'est ça, peut-être, là, tu sais. C'est comme un peu l'équivalent, tu sais, faire, mettons, en termes de douleur, mettons, faire 15 000 mètres ou un 5 kilos. Comme, un 20 pour minutes, moi, c'est là, comme, débile. j'aime bien mieux courir 100 kilos que faire un 5 km. Puis malheureusement, tu sais, c'est comme, lui, il est au top du monde en ce moment, puis c'est un Québécois, tout ça. Il va avoir beaucoup moins d'attention médiatique ou tout ça, même des commanditaires, que quelqu'un qui va faire seulement un 100 kilos, un 160. Mais tu sais, c'est bien plus impressionnant... mais autant ou je sais pas, tu sais, mais comme quelqu'un qui va performer très bien dans le court distance, il se dépasse autant que toi tu te même dépasses sinon encore plus, tu sais, faire le monde qui font, mettons, Charles Philibert Thibodeau, je trouve ça tellement impressionnant de faire 15 000 mètres ou un 1000, tu sais, c'est comme, selon moi, c'est l'affaire la plus difficile. Après 15 secondes, t'as le goût d'arrêter. Ben non, c'est ça. Ça dure fucking longtemps. Puis, tu sais, souvent, j'avais écouté un podcast, puis il disait que comme, lui, c'est Strava, que quand il va faire juste sa long run, puis il court à une vitesse easy pour lui, mais tu sais, pour le mortel, ça paraît rapide. Il va recevoir plein de kudos. Tandis que quand il va faire un training sur track, que là, dans le fond, ta moyenne n'est pas élevée parce que tu as tes périodes de repos, tout ça, mais c'est genre, les moments qui courent, c'est extrêmement rapide. Les gens vont genre juste passer à travers ça. Ils vont pas vraiment dire, waouh, c'est impressionnant, mais tu sais, c'est comme. Autant considérer les deux extrêmes, c'est autant... Mais tu sais, ça m'a fait penser à une dernière chose. On va parler du livre après, puis peut-être donner des conseils pour ceux qui débutent la pratique du triathlon. Je pense que ça peut être pas pire pour conclure notre épisode ensemble. Je pense à la limite que tu as découverte en faisant ta course dans le canyon. C'est une limite, mais qui n'était pas une limite de temps. C'était juste, mettons, finalement, tu es allé... Tu te serais-tu dit un jour, je vais marcher 50 kilos dans une course de 100 kilos? C'est une limite qui est peut-être pas populaire ou peut-être pas. Ça, mais c'est une limite quand même, dans le sens que tu as fait comme, j'ai fini, puis là, aujourd'hui, tu étais capable de marcher, là, puis tu étais ici au podcast. Fait que, tu sais, c'est une limite qui a de la valeur pour toi aussi parce que c'est une découverte de quelque chose de nouveau. T'sais. À chaque fois, tu fais quelque chose qui est de différent, je pense. C'est comme. Fait que la même chose que quelqu'un qui va faire. Mettons quelqu'un fait tout le temps des longues distances en vélo, qui va décider de faire une course en vélodrome. Tu sais, possiblement pour moi, ça serait encore plus quelque chose qui me pousserait mes limites faire ça que, mettons, faire un gros ultra de cycliste. Parce que c'est encore plus dans quelque chose en dehors de ce que j'étais habitué de faire. Tu sais, mettons, le niveau, mettons, de souffrance musculaire que tu as, le goût de sang dans la bouche, c'est comme. C'est une autre limite. Fait comme. De pousser tes limites physiques, ça fait que tu pousses tes limites mentales en tant que telles. Puis. Ça reste aussi dans la vie de tous les jours, là, de pousser tes limites, de faire des choses que tu penserais pas possibles. Tu sais, mettons quelqu'un qui est comme plus gêné, mais qui décide de quand même faire un podcast ou des choses comme ça. C'est comme tu pousses les limites de ce que tu es capable de faire. Puis, tu sais, même si comme... Tu sais, moi, j'avais mon podcast, j'ai arrêté, mais je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans plein d'autres sphères dans la vie parce que ça te permet de comme apprendre à avoir des discussions avec des gens. Ça t'aide à diminuer le stress que quand tu fais des présentations, des conférences... Fait que genre... Moi, je te trouve extrêmement courageux d'avoir parti ça. Quand tu m'as expliqué là, que tu avais parti dans ton garde-robe, puis le premier épisode, tu l'as fait tout seul. Là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que... C'est plus un peu genre... C'est de l'innocence, mais des fois, c'est comme... Oui, mais tu sais, c'est la curiosité. C'est dans le sens que, tu sais, faut pas avoir peur de s'exposer non plus. Mais je pense que j'ai beaucoup une mentalité de comme... Genre, plus whatever, ou comme... Je vais pas surpenser... Je suis pas quelqu'un qui pense beaucoup, peut-être, ou comme, mettons, tu sais, c'est comme... Mettons, on revient encore pour mon ultra, genre, une personne raisonnable aurait pas fait... Ce serait pas présenté. C'est comme, il y a une semaine, j'avais le COVID, j'étais pas préparé, puis j'étais comme, whatever, je suis là, tu sais. Fait que la même affaire, comme,
quand j'ai débuté le podcast ou des affaires de même, j'avais pas un plan de comme, je vais-tu faire de l'argent ou ça va-tu être rentable ou je sais pas. Je me dis, je vais le faire, ça va être le fun, puis on verra ce que ça donne. Fait que souvent, j'ai pas de plan de match, mais ça t'amène à faire des choses. Puis je pense, toutes les affaires que tu vois dans la vie, que tu fais dans la vie, qui est comme une expérience que tu es comme, ça me sert pas à grand-chose. Je pense pas que ça va me mener à d'autres choses. Tu sais pas encore. Des fois, tu réalises comme plein d'années plus tard. Puis ça me fait penser, puis ça a peut-être un bon lien aussi à ça. C'est comme, quand j'étais plus jeune, justement, j'avais une passion un peu pour la photographie. Ouais. Puis dans mon coin, à Prévost, proche d'où j'habitais, il y avait une course qui est le Pandora 24, une course d'ultra running. Puis dans le temps, j'avais pas vraiment d'intérêt pour l'ultra running. Puis j'étais juste, je vais aller là, je vais prendre des photos du monde parce que ça me tentait. Tu sais. Puis je les ai mis sur Facebook, les gens pouvaient l'utiliser. Puis, fait comme le matin de la course, je courais un peu avec ma caméra, je prenais des photos, tout ça. Puis j'avais pris justement une photo de Pat Godin, qui est l'écrivain, l'acteur, puis ultra runner. Puis là, ça doit être au moins 15 ans plus tard, ou je sais pas, c'est extrêmement longtemps plus tard. Là, c'est lui qui fait ma préface pour mon livre. Puis, tu sais, il se souvenait de ce moment-là. T'es comme, c'est toi qui avais pris cette photo-là. Wow. Puis, c'est des affaires de même que, comme, des fois, tu rencontres des gens par hasard, puis ça t'amène à quelque chose. Puis, des fois, c'est comme quelque chose que tu penses qui va être complètement anodin, mais que beaucoup plus tard, ça va t'amener quelque chose. Fait que, comme, je pense qu'il y a une philosophie qui est intéressante de, genre, faire des choses sans penser à qu'est-ce que ça va mener. Pas attendre quelque chose en retour. Pas attendre quelque chose en retour. C'est la même chose aussi avec le... Puis pas surpenser. C'est comme un peu la même chose avec le sport. C'est comme... Souvent, le problème des gens, mettons quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon, dans le trail running, ou peu importe, ils vont surpenser à genre, là, il faut que j'aille la meilleure montre. C'est quoi la meilleure veste d'hydratation? C'est quoi les meilleurs souliers? Tout, puis le plan d'entraînement pour pouvoir débuter. Mais souvent, je dis aux gens comme, débute, puis après... tu verras, puis là, tu t'achèteras d'autres souliers ou peu importe. C'est pas important que tout soit déjà planifié d'avance pour que ça marche. Fait que la même chose un peu si tu veux te lancer un podcast, lancer une entreprise ou peu importe. Des fois, il faut que tu te lances. C'est comme un peu l'expression, c'est comme tu sautes, puis après, tu vérifies, tu prends le parachute. C'est bon, comme... Mais des fois, c'est ça. C'est juste de se lancer, puis de... C'est super. Allez-y, là, ouais. Je suis bien d'accord avec toi, je suis bien d'accord. C'est sûr que c'est inconfortable de commencer quelque chose de nouveau, mais après ça, c'est la seule manière de continuer. C'est ça, parce que des fois, c'est comme, t'as des idées dans ta tête, puis comme, j'aurais pu faire ça, puis comme, go for it, puis je veux pas Comment ça s'est passé quand t'as décidé de faire le livre, là, que je t'ai écrit un petit bout sur le bike fitting, là, ce livre-là pour les triathlètes, là, c'est intéressant, ça va sortir bientôt, je pense. Ouais, mais justement, c'était comme, en parlant de choses que... comme un peu le destin qui fait bien les choses. Et moi, j'avais fait... j'étais ambassadeur pour un événement qui était la traversée du lac Tremblant, une course d'eau libre. Ouais. Puis je faisais une conférence. Puis justement, je faisais une conférence qui était combinée avec Pierre Lavoie. Fait que c'est là que j'ai rencontré Pierre Lavoie. On a discuté beaucoup de plein de choses. On a resté en contact. Puis en fait, c'est lui, il écrivait un autre livre. Je pense que c'est Jean-François Harvey, qui est un livre qui est paru récemment, je pense en janvier. Puis la maison d'édition, il a leur demandé à ces deux personnes-là, c'est qui tu penserais qui serait intéressant pourrait faire un livre sur le triathlon? Puis les deux ont pensé à moi. Puis ils m'ont écrit, Pierre, il m'a écrit par texto, il a fait, ça tente-tu d'écrire un livre? La maison d'édition, il cherche quelqu'un pour faire ça. Puis tu sais, j'ai pensé à toi, tu sais, je pense que tu serais une bonne personne pour ça. Puis moi, ça a tout le temps été comme un objectif un peu de vie, de faire... pas nécessairement un livre sur le triathlon, mais moi, dans ma tête, peut-être, je voulais faire un livre, mettons, sur... Le défi d'écrire un livre. Ouais, mais puis un livre comme, mettons, nutrition sportive. Un de mes, comme... Tu sais, des fois, j'ai des idoles en sport, des choses comme ça. Un de mes idoles, c'était Jerk and Drop, qui est un gars un scientifique en sport science qui a travaillé beaucoup surtout dans le monde de physiologie de l'exercice, mais beaucoup aussi dans la nutrition sportive, puis écrit plein de livres sur l'entraînement, aussi nutrition sportive. Fait que je voulais un peu devenir un Jerk and Drop québécois, mettons. Fait que c'était tout le temps été dans mes objectifs de faire un livre. Idéalement, j'aurais attendu, mettons, de finir après le doctorat, tout ça, mais c'est comme, là, le moment était là, puis il disait qu'il y avait comme vraiment la maison d'édition, qui est l'édition de l'Homme, il disait comme, il y a un gros intérêt pour le triathlon en ce moment, il n'y a pas de livre là-dessus, puis on veut faire un livre qui va vraiment être pour les gens pour débuter le triathlon, tu sais, donner vraiment un peu le mode d'emploi, comment faire un triathlon.
Mais tu sais, ça peut être aussi autant pour les gens qui ont déjà fait quelques triathlons, mettons sprint, olympique, puis là, ils veulent se lancer pour faire un demi-Ironman ou un Ironman. Ils vont vraiment aussi avoir beaucoup d'informations là-dessus. Fait que ça s'appelle devenir triathlète. Puis c'est exercice, entraînement, préparation mentale et nutrition, comme le genre de sous-titre. Puis c'est ça. Puis ce qui était le fun, puis pour ça que je t'avais écrit, c'est qu'on a, dans certaines sections, par exemple, il y a une section sur le vélo. Je demande à des experts comme toi pour le côté positionnement vélo pour donner quelques trucs là-dessus. Ouais. Il y a des gens qui vont donner des trucs sur le côté mental, préparation mentale, côté sur blessure ou musculation, des choses comme ça. Puis ouais, c'est vraiment un projet que je trouvais ça vraiment intéressant à faire. Tu vas rendre service à bien du monde. Puis, tu sais, dans le temps, moi, j'écrivais un peu pour Triathlon Magazine Canada, leur site web. Puis, j'avais débuté, dans le fond, au début, j'écrivais pour eux pour faire un peu des chroniques, un peu... un genre de... Quand on parle un peu des fois de 1000 projets que j'avais, mais dans le temps, je faisais beaucoup de freelance writing. Puis, j'écrivais pour plein de genres de sites web un peu... dans plein d'affaires différentes. Il y en avait un même, c'était comme ça s'appelait Breaking Muscle, un site web américain. Puis là, j'écrivais un peu sur la nutrition. Puis j'ai commencé à travailler pour Triathlon Magazine Canada, écrire en anglais. Puis ils ont dit, t'as-tu un intérêt pour faire juste écrire en français? Fait que, parce qu'il n'y avait aucun contenu en français. Ouais. Fait que là, ça m'a aussi donné genre une banque d'idées aussi de sujets à avoir qui m'a aidé aussi à m'inspirer pour l'écriture du livre. Puis le fait d'écrire souvent pour ce magazine-là, ça m'a aussi appris à vulgariser des sujets qui peuvent être compliqués. Parler de préparation, de plans d'entraînement, différentes techniques d'entraînement, le pyramidal, 80-20, des choses comme ça, ou même le côté de nutrition. Fait que c'est vraiment un projet que j'ai vraiment aimé faire ça. Puis même, ça me donne le goût d'écrire d'autres livres, vraiment. Fait que ça sort le 27 mars. Oh, nice! Fait que ça s'en vient vraiment vite. Là, bientôt, on est dans la dernière petite correction, puis bientôt, ça sort en impression. Fait que cool! Puis si tu avais il y a quelques sections, là, comme tu m'as dit. Donne-moi un truc par section comme takeaway pour les gens qui vont écouter le podcast et qui vont vouloir débuter la pratique du triathlon. Tu m'as dit qu'il y avait des sections. Tu avais dit préparation mentale, entraînement, nutrition. Ouais, c'est ça. En fait, il y a comme plusieurs sections. Mais il y a fait comme préparation en général. Okay. C'est comme, c'est quoi leur saison, la préparation générale, préparation spécifique, des choses comme ça. Aussi, il y a beaucoup une section aussi par rapport à le jour de la course, c'est quoi faire, mettons, aussi par rapport à gérer le stress, gérer la veille de la course, toute la période d'affûtage. Fait que aussi, il y a des sections, comme je disais, il y a des sections conseils de l'expert, mais aussi il y avait des sections conseils du coach, qui est dans le fond, moi, dans le fond. Fait que je donne aussi mes conseils de moi-même en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach que j'ai eu. Puis des fois aussi, des affaires, mettons, natation, c'est aussi comment, si c'est ton premier triathlon, ça sert à pas nécessairement à rien de se mettre dans la grosse foule puis partir avec tout le monde. De partir, même moi qui est comme, ça fait extrêmement longtemps que je fais ça, je pars tout le temps complètement à droite dans mes triathlons, j'ai tout le temps fait ça. En eau libre, là, pour ceux qui savent pas. En eau libre, exactement, parce que tu vas peut-être nager 25 mètres de plus que les autres, mais tu vas tout le temps avoir de l'eau claire. Fait que même tu peux partir 15 secondes après ou 10 secondes après. Juste pas te faire bardasser. Puis tu as de l'eau claire, tu peux suivre du monde, fait que des choses comme ça. Fait que ça, c'est ton truc de natation. Natation. Il nous manque un truc vélo puis un truc course. Parfait. Truc vélo? Vélo, mais je pense qu'on peut aller positionnement. Ah, si tu veux, ouais. Mais ou sinon... Moi, j'aurais dit peut-être pas s'obliger d'avoir un vélo de triathlon, commencer avec un vélo de route, aérobord, simple. Juste même pas d'aérobord, juste comme... Vraiment, la base, un peu ce que je disais tantôt, c'est de débuter. Tu n'es pas obligé de s'acheter le gros matériel top. Puis surtout, si ça peut être vraiment, des fois, quand tu te lances dans un sport comme le cyclisme, ou le triathlon, ça peut être genre... Tu peux penser que genre, tu as absolument besoin d'avoir un vélo qui coûte 2000$, 12 000$ pour pouvoir débuter. Mais non, tu peux vraiment débuter avec un vélo extrêmement de base. Puis souvent, c'est comme... Au lieu de ça, investir cet argent-là, puis beaucoup moins d'argent, là, dans le fond, pour avoir un bon bike fit sur ce vélo-là. Puis aussi, pour t'assurer d'avoir un bon... L'entraînement est beaucoup plus important. Puis aussi, même d'un point de vue d'aérodynamisme, c'est comme quand tu vas... 80% de la drague, c'est ton corps, ta position. Tu es bien mieux d'investir dans ta position à toi, être confortable sur ton vélo, que d'avoir les meilleures roues, le meilleur casse aéro. Puis même, ça devient délétère. On a eu une situation clinique en haut quand on a pris un café où le vélo valait
beaucoup plus que 10 000 $. Puis, tu sais, on a eu des limitations dans le bike fit. Fait que finalement, le vélo, on n'est pas capable de le positionner au mieux pour la personne. C'est ça. Fait que t'as un vélo qui est extrêmement cher, mais t'as pas nécessairement la position qui est idéale pour fait que tu toi, peux pas performer. Fait C'est que ça, ça. c'est bon. OK, parfait. Good. Course à pied? Course à pied, je pense, c'est... mais souvent, la course à pied, c'est aussi... c'est le sport où le risque de blessure est le plus élevé à cause justement de l'impact. En vélo, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Natation, si ta technique est bonne, tu vas pas te blesser à moins que tu aies une trop grosse augmentation de ton volume ou du niveau d'intensité. Là, tu peux peut-être avoir quelques inconforts aux épaules. Mais c'est plus la course à pied qu'il faut faire vraiment plus attention à ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup... on parle beaucoup de comment augmenter ton volume de façon sécuritaire. Mm-hmm. Puis il y a souvent la règle qu'on entend beaucoup, c'est la règle du 10%. Fait que si tu veux augmenter ton volume, tu peux augmenter de 10% à chaque semaine. Fait que si tu es rendu, mettons, à 40 km, la semaine d'après, tu peux faire 44. Mais aussi, la règle du 10% aussi, ça s'applique aussi pour ta longue sortie du dimanche. Fait que si ta plus longue sortie, c'est que tu fais un 20 km, là, tu peux augmenter de 10%, fait que faire 22 km. Mm-hmm. Puis aussi, des fois, de diviser, au lieu de faire une très longue sortie, de le diviser en plusieurs... augmenter ta fréquence, dans le fond, mais en ayant le même kilométrage, c'est vraiment très, très bénéfique. Ouais. Puis ça fait que, dans le fond, au lieu de faire, mettons, surtout les gens qui se préparent pour faire un Ironman ou une trail comme ça, au lieu de faire un 3 heures le dimanche, tu préfères 1h30 le matin puis 1h30 le soir. Tu fais la même distance exactement. Tu es plus frais à chaque moment. Fait que ça fait aussi que, comme, durant la deuxième ou durant la dernière heure ou les dernières 30 minutes de ta journée ou de ta longue sortie, tu es encore plus frais. Tu peux avoir une bonne technique. C'est souvent là que les blessures peuvent arriver. C'est quand tu es comme fatigué, tu as une fatigue musculaire, ta technique souvent va prendre le bord, ta biomécanique est moins bonne. Là, le risque de blessure augmente beaucoup. Fait que c'est ça, d'aller progressivement, puis vraiment d'écouter son corps. Puis souvent, justement, la section qui est comme blessure, j'ai demandé à mon physio qui me suit depuis longtemps, c'est quoi un peu ces trucs. Puis aussi, c'est beaucoup parler de la prévention, de faire une analyse de ta biomécanique, de voir si tu as des déséquilibres musculaires. Des fois, quelqu'un peut être comme beaucoup plus fort des quadriceps puis beaucoup moins fort des ischio-jambiers, des choses comme ça. Aussi, tu réalises que tu ne solides pas tes fessiers, par exemple, en course à pied, mais là, ça peut créer des blessures à long terme. Ouais. Mais si tu le vois déjà au début, durant l'hors-saison, quand le volume est vraiment bas, tu te reposes, tu as plus de temps, justement, de faire ça, de justement aller faire un bike fit, aller au physio, pour faire un peu de renforcement. C'est ça, pour t'assurer un peu comme dans le fond, t'assures que si ton corps, c'est une voiture, mais tu vas au garage avant, voir s'il y a quelques bris à des endroits ou si tout marche bien. Là, si tout marche bien, tu y vas de temps en temps pour t'assurer que tout est correct. Ouais. Mais c'est pas... Même en termes d'investissement d'argent, des fois, c'est beaucoup mieux d'aller au physio avant d'être blessé que là, tu y vas juste de temps en temps. Ouais. Que là, il faut que tu ailles quasiment à chaque... surtout quand t'es comme ça va vraiment pas bien, là, tu mets tellement d'argent là-dedans parce que tu vas full souvent parce que là, tu deals avec plusieurs blessures. Ouais. Fait que, moi, ça serait mon truc pour... C'est vraiment bon. Puis, si on continue, mettons, nutrition... Ouais. Mais, en fait, peu importe, nutrition, équipement aussi, c'est de rien tester pour le matin. Rien faire de nouveau. Ouais, rien faire de nouveau le jour de la course. Bien tester ta stratégie de nutrition puis d'hydratation durant les entraînements. Puis c'est pas nécessairement juste tester, mettons, là, le produit de nutrition que tu vas utiliser, là, mettons la marque de gel, mais exactement tester la quantité de grammes de glucides que tu veux prendre, parce que il y a une grosse mode maintenant, de comme maximiser le plus possible ta quantité de glucides que tu peux prendre. Là, dans le temps, on recommandait souvent juste 60 grammes à l'heure, qui est déjà énorme. Ouais, 30, c'est déjà... Mais maintenant, c'est ça. 60, c'est comme le max qu'on pouvait penser. Ouais. Maintenant, tu vas entendre des athlètes, même les Norvégiens, des fois, ils vont aller jusqu'à 120, 140 grammes à l'heure, qui est extrêmement énorme. Mais c'est important qu'ils nous le rappellent. Là, ça, c'est des choses qui ont entraîné. Ils sont entraînés à digérer autant de... Pour ça que faut que tu pratiques à l'entraînement. Puis ton estomac, c'est un peu un muscle que tu peux entraîner un petit peu. Fait que si tu t'apprends à ton estomac de pouvoir
en gérer, mettons, 75 grammes ou 90 grammes à l'entraînement. Tu découvres qu'est-ce qui se passe mieux aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que tu peux peut-être réaliser que non, dans le fond, toi, le maximum que tu es bien capable de prendre, c'est 60. Ouais. Puis c'est vraiment parfait pour toi. Ouais. Fait que continue avec ça. Puis surtout de le tester à l'allure de course aussi. Parce que plus tu vas vite aussi, plus ton estomac... Il y a de la difficulté à digérer. Il y a de la difficulté à digérer tout ça. Fait que, c'est plein d'affaires comme ça qu'on parle. Puis le côté mental, c'est avec une autre étudiante au doctorat qui étudie avec moi, une étudiante de Sherbrooke, qui m'a beaucoup aidé pour cette section-là. Qui, en plus de la section conseil de l'expert, m'a aidé pour toute la section complète. C'est qu'un peu gérer le stress d'avant-course. Aussi, c'est comment te fixer les objectifs, des choses comme ça. Puis même aussi, c'est comment gérer aussi comme on parlait tantôt, quand tu es déçu d'avoir une blessure, des choses comme ça, c'est comment le côté... La blessure est liée aussi. Il y a un côté beaucoup mental, psychologique lié aux blessures quand ça va moins bien. Ouais. Comment gérer parce que quand on est blessé, on a aussi un impact dans notre psyché sur le fait de ne pas pouvoir faire nos entraînements qui nous font sentir bien. Exact, on a comme une espèce de cascade d'événements qui est difficile à gérer, qui n'est pas juste une douleur au pied, par exemple. C'est ça, parce que des fois aussi, même, on utilise souvent le sport pour gérer ton stress de la job, des choses de même. Fait que là, t'es déçu d'être blessé parce que tu ne peux pas t'entraîner, puis tu t'éloignes ou tu as l'impression que tu t'éloignes des objectifs que tu t'es atteint, mais tu n'as pas ce sport-là pour te gérer le stress qui est associé à tout ça. Ouais. Fait que des fois, justement, d'apprendre à mieux gérer tout ça, là. Hey, Antoine, merci infiniment. Je me sens privilégié que tu aies accepté mon invitation, qu'on ait parlé de tout ça. Je vais certainement te réinviter pour tout le côté doctorat qu'on n'a pas eu la chance de parler ensemble. Mais oui, on pourra geeker sur le sport. On va geeker en masse. Je pense que les gens sont toujours ouverts à un peu de geek. Là. Ça, c'est toujours cool. Fait que merci Antoine. Bonne chance dans ta saison. Puis on se reprend bientôt. Merci beaucoup à toi. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. J'espère qu'elle a fait du sens pour vous. Je tiens à remercier Antoine pour sa générosité dans nos échanges, dans la vulnérabilité qu'il a accepté d'apporter à la conversation, dans son introspection. Antoine, ça a été un plaisir de te recevoir sur le podcast. J'espère qu'on aura la chance de te réinviter, de se rasseoir pour parler de ces grands enjeux-là qui font partie de nous tous. Je vous invite à vous acheter, à vous procurer le livre « Devenir triathlète » par Antoine Jolicoeur Desroches. Il y a plein de conseils d'experts. J'ai participé au conseil d'experts sur le positionnement vélo. Vous allez retrouver une foule d'informations pertinentes si le triathlon, c'est un sport qui vous passionne. On se dit à la prochaine. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!